Paroles urbaines, un abécédaire de la ville. E comme économie. Bonjour Laurent Davzy. Bonjour Xavier Capodanno. Alors vous êtes là pour plusieurs raisons, mais surtout une raison, on va dire, d'actualité, pour un livre qui s'appelle, alors je rentre dans la catégorie des vieux, donc je mets mes lunettes, qui est aux éditions du Seuil dans la collection République des idées, l'État a toujours soutenu ses territoires, et qui vient conclure 4 livres, qui a commencé par la République et ses territoires, le second qui était la crise qui vient, et avec un sous-titre dont on parlera, et le troisième, je crois que c'était l'égoïsme des nations. Le nouvel égoïsme territorial. Le nouvel égoïsme malaise dans les nations. Malaise dans les nations, exactement, et qui permettait de regarder au niveau européen ces inégalités, difficultés, égoïsmes de régions qui se sentent supérieures par rapport à d'autres. Mondial aussi. Hein. Oui, c'est vrai, parce que vous parlez en plus de ce qui se passe dans la Silicon Valley. Et donc, avant qu'on déroule un peu sur ces bouquins, et surtout sur le dernier, qui vient donc conclure cette série ou cette tétralogie, vous étiez, je dis vous étiez, non, vous êtes encore bientôt à la retraite, c'est ce qu'on m'a dit en off. Donc vous avez une chaire au CNAM, mais ce qui est important pour moi, c'est la discipline. C'est-à-dire que vous êtes économiste des territoires et des territoires urbains. Et franchement, c'est une question qui pourrait être naïve, mais qui ne l'est pas. C'est quoi l'économie des territoires et surtout, à quoi ça sert ? Alors d'abord, je vais corriger. Je ne suis pas véritablement économiste. Si vous dites à un économiste, à un vrai économiste, que Davzy est économiste, il va ricaner, il aura raison. Je suis professeur d'aménagement, j'ai fait des études d'économie bien sûr, mais pas seulement, j'ai fait des études de sciences politiques, de sociologie, même d'architecture aussi d'ailleurs. Et pour moi, et je l'avais dit d'ailleurs quand j'avais fait une thèse d'habilitation dans les années 90, j'avais dit, ça avait choqué une partie de mon jury qui était économiste, j'avais dit, pour moi, l'économie n'est pas une discipline, c'est un objet, tel que moi je l'utilise. C'est un objet. C'est un objet d'analyse, et j'utilise des méthodes qui sont des méthodes aussi bien un peu comme l'INSEE, hein, c'est-à-dire je suis quand même très addict aux chiffres, mais je peux très bien m'utiliser des analyses sociologiques, politiques, démographiques, etc. Et donc moi, l'économie pour moi, c'est un objet que j'essaye de comprendre. Et notamment, une partie de l'économie qui m'intéresse, c'est l'économie des territoires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, historiquement, chez les économistes, l'économie spatiale, l'économie urbaine, l'économie régionale, c'était le fait d'économistes qui étaient considérés un peu comme des bâtards par leurs collègues vrais économistes, macroéconomistes, microéconomistes, spécialistes de la monnaie, spécialistes de ceci, cela. Et les économistes s'intéressaient à l'espace, au territoire, étaient considérés un peu comme une sous-espèce, en fait. Hein. Et si vous vouliez faire une belle carrière chez les économistes, c'était pas évident de le faire avec le ça faisait pas assez outil de production. Non, surtout que le territoire, c'est extrêmement compliqué, parce que le territoire, il y a une singularité des territoires, parce que les économistes ont du mal à comprendre. Le territoire, c'est pas seulement une distance, parce que c'est la distance, hein, le grand. On va dire il y a 2-3 trucs qui sont un peu linéaires, c'est distance, c'est la densité, comme ça. Bon. Mais vous savez très bien que un morceau de territoire est totalement singulier. Ici, on est rue de Belleville, on n'est pas dans quelque chose qui ressemble à autre chose ailleurs, à Paris ou en France. On est sur quelque chose. Donc il y a une singularité des territoires qui fait que c'est très difficile de rentrer dans la modélisation des économistes. Les économistes, ils modélisent. Donc il y a une grande difficulté pour les économistes à intégrer cette singularité des territoires. Finalement, c'est quelque chose qui a du mal à rentrer dans la théorie. Je dirais, il y avait 2 frontières pour l'économie au XXe siècle. Il y avait une frontière qui était le temps. C'était l'introduction de la dynamique économique. Raymond Barre, par exemple, a été un économiste qui a beaucoup travaillé sur l'introduction du temps, donc dans ce qu'on appelait la dynamique économique, c'est-à-dire qu'on comprend les processus, comment ça fonctionne dans le temps. Donc on a intégré le temps dans les analyses. L'autre frontière, c'était l'espace. Alors on a introduit un peu la distance ou la densité, mais on n'a pas vraiment réussi à le faire. Et donc finalement, les économistes, je ne citerai pas de nom, mais en France, on avait quelques collègues, très peu nombreux, bon,
tu connais les noms, dire ici, et qui finalement ont eu des carrières. Enfin, je dis, il y en a un, Pierre-Henri Derry, qui a été mon professeur. C'est un type qui a énormément travaillé, qui a produit des choses extrêmement intéressantes, notamment sur la redistribution des revenus, mais en même temps, ça n'a jamais été considéré comme un économiste de premier rang, parce que c'était à côté, il y avait Raymond Courbis, il y avait d'autres grands économistes français qui apparaissaient comme étant des vrais économistes, alors que l'autre est des bâtards. Il faut attendre, en fait, Krugman, pour que tout d'un coup, avec son prix Nobel en 2008, qu'il a eu sur ses travaux sur la localisation des activités, il faut attendre 2008 pour que, pour la première fois, la question territoriale commence à rentrer dans la question, dans l'analyse économique, où le territoire devient véritablement un facteur de croissance. Les dispositifs territoriaux ont à voir avec l'efficacité de la mise en œuvre des facteurs de production, capital, travail, etc. Et avant, ce n'était pas le cas du tout. Et donc, finalement, c'était très difficile de percer dans le secteur de l'analyse économique quand on travaillait sur les territoires. Et moi, j'ai fait une carrière dans l'aménagement. J'ai fait une thèse d'aménagement. Je suis en 24e section du Conseil national des universités, et j'ai été toute ma carrière professeur. Alors, on dit économiste, pas beaucoup de gens disent géographe. Ce qui est drôle, c'est que j'ai pas fait d'études de géographie. Le géographe Laurent Davzy, je vois ça partout. Je dis, ouais, c'est gentil. C'est pas déshonorant, hein, d'ailleurs, hein, parce que les bons géographes, il n'y en a pas tant que ça, mais les bons géographes, c'est quand même... Quelqu'un me disait, c'est Proudhon, il disait, en fait, l'économie, c'est une discipline qui est extrêmement forte, avec des modèles, une modélisation extrêmement forte, avec des modèles théoriques qui sont pratiquement idéologiques, en fait. Hein. Et donc, finalement, même un imbécile peut faire une belle carrière dans l'économie, il suffit d'appliquer le modèle. Si on connaît bien le modèle, on rentre dedans. Alors que pour des disciplines plus soft, plus molles, comme la sociologie ou la géographie, ne peuvent réussir que des gens très intelligents. Parce qu'ils ne sont pas portés par il n'y a pas une théorie, une accumulation conceptuelle qui fasse qu'il suffit de bien l'intégrer pour réussir dans la vie. Donc c'est vrai que les grands géographes peuvent être beaucoup plus intelligents que les grands économistes. Hein, vous couperez, hein, vous couperez au montage. Absolument. Mais, et donc voilà. Donc finalement, moi, quand je suis rentré dans cet univers-là, en plus j'étais un peu gauchiste, hein, j'ai évolué depuis. Mais moi, cette idée d'avoir ce modèle économique libéral, hein, paressien, etc., moi, ça ne m'intéressait pas d'appliquer une grille théorique pratiquement idéologique à la société telle qu'elle fonctionnait. Au contraire, moi, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre comment elle fonctionnait, notamment comment les questions économiques et sociales sur les territoires pouvaient permettre d'avoir, en remontant, de faire des explications générales sur la société. C'est-à-dire que le territoire, pour moi, c'était pas un objet en tant que tel, c'était un moyen pour réussir à comprendre d'autres mécanismes. Et je suis assez fier parce que, passé quelques décennies de travail, je pense que j'ai apporté 2-3 petites idées que j'ai été chercher dans les territoires et qui ont permis de remonter sur des explications globales sur la société dans laquelle on vit. J'en suis, moi en tout cas, particulièrement convaincu. Et alors, on va rentrer un petit peu dans la mécanique qui fait que, en fonction de la façon dont vous approchez donc, ces territoires-là, font ressortir un certain nombre de paramètres, d'éléments et d'outils de connaissance du quotidien, de la vie des gens. Vous croyez, c'est très concret tout ça, c'est pas que du blabla intellectuel. Alors, il y a un élément qui va vous permettre de comprendre ces mécanismes, c'est de regarder les flux. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus, parce qu'effectivement, moi qui suis un citoyen de base, regarder l'économie d'un territoire, c'est ses entreprises, ce que ça produit, les emplois que ça crée, et donc mécaniquement, c'est un territoire riche. Il n'y a pas tout ça, c'est un territoire pauvre. Vous arrivez là-dedans, on ne dit pas forcément que c'est faux, mais d'un coup, il dit, non seulement c'est un peu plus compliqué, et surtout, ça n'explique pas comment tout ça fonctionne dans l'ensemble du territoire français, n'explique pas toutes ces cases vides. Et vous commencez à pointer les flux, et j'aimerais que vous détailliez un petit peu ça, de dire que globalement, région riche, région pauvre, je ne suis pas sûr qu'il faut le regarder comme ça. Les gens circulent, l'argent circule, les idées circulent aussi en tant que telles, et que voilà. Et vous avez refait une grille d'analyse, et ça, j'aimerais qu'on s'y arrête un peu parce que ça va avoir des conséquences sur le reste de notre conversation. Ouais. Alors d'abord, il faut dire l'analyse économique standard.
elle a des angles morts monstrueux. L'espace qu'elle éclaire est moins important que l'espace qu'elle ignore. Et elle ignore un certain nombre de choses. Elle ignore d'abord les flux d'argent public. Les économistes classiques et néoclassiques n'ont jamais véritablement intégré la question des prélèvements fiscaux, autrement que les prélèvements fiscaux ou sociaux, ça pèse sur les coûts. Voilà, voilà le rôle que ça peut avoir. C'est contraignant. C'est contraignant, c'est pénalisant, etc. Bon, la dépense qui est en face, dépense sociale ou dépense publique, elle est totalement ignorée. Alors il y en a qu'un qui est sorti du lot, qui a dit non, c'est pas utile, la dépense publique, c'est Keynes. Keynes, il a dit, quand on a une crise de la demande, il faut relancer par la demande, donc vous prenez des chômeurs, vous les payez à creuser des trous, et puis après vous les payez à reboucher les trous. Avec ça, vous avez payé, ils vont acheter des yaourts, ça va relancer l'usine de yaourts, etc. Donc ça relance l'économie. Quand Keynes fait ça, il pense faire du bien à la notion de dépense publique. En fait, il la tue. Parce que ce qu'il prend comme exemple, c'est une dépense publique qui ne sert à rien. Évidemment, pédagogiquement, c'était intéressant parce qu'il montrait que c'était pas la dépense intrinsèque, c'était pas l'activité intrinsèque qui allait sortir de la crise, c'était le simple flux. Mais en même temps, il donne un exemple qui est, vous pouvez jeter l'argent public par les fenêtres, ça aura un effet macroéconomique, mais ça n'aura pas d'effet intrinsèque. Donc, un total mépris de la dépense publique. Il faut attendre bien longtemps après, les années 80-90, pour avoir la fameuse théorie l'observatoire de Ashauer, un économiste de Chicago, qui a expliqué que non, la dépense publique est extrêmement utile parce que quand on fait 1 point d'augmentation du stock d'infrastructures publiques aux États-Unis, on gagne 1,5 point de productivité de l'économie américaine. C'est des chiffres qui ont fait le tour du monde. Le type est devenu une vedette mondiale. C'est des chiffres complètement faux, mais qui se rapprochent de la vérité. C'est ça qui compte. On se fout de savoir si c'est vrai ou faux, pour savoir si c'est utile. Donc ça a été très utile pour, effectivement, cette fois-ci, montrer que la dépense publique, ça servait véritablement à quelque chose. Éduquer les gens, c'est pas seulement le flux d'argent qui paye des professeurs. Donc il y a bien 2 dimensions. Quand on dépense de l'argent pour l'éducation, ça balance des flux d'argent dans la Creuse. On met 2 fois plus d'argent par élève dans la Creuse qu'en région parisienne, quand même, parce que nous avons tendance à oublier nos amis, les Creusois. Donc ça a bien un effet keynésien, mais aussi ça a un effet, c'est que ça forme des gens. Et ces gens, après, ils vont faire des études supérieures, ils vont inventer des vaccins contre le virus. Donc ça a bien 2 effets. Ça, c'est des choses qui sont totalement ignorées. Deuxième champ qui est totalement ignoré par les économistes, et je reviendrai à la question des flux, parce que ça pose des questions de flux, c'est la consommation. Notre analyse économique, je pense à Krugman, par exemple, prix Nobel d'économie. Alors moi, je vais être un peu avancé parce que j'ai sorti mon premier bouquin en 2008, 3 mois avant qu'il ait le prix Nobel. Et moi, j'avais parlé des travaux de Krugman. J'ai dit Krugman, c'est vachement bien ce qu'il a fait, la nouvelle économie géographique, qui a été une approche où il mettait en perspective le fait que la concentration géographique des facteurs de production améliorer leur efficacité, et donc il y avait des effets externes très puissants, et qui fait que les fermes de production avaient intérêt à se concentrer, notamment dans ce qu'on va appeler les métropoles, et seraient beaucoup plus efficaces, et donc c'était une tendance... Et il le déplorait d'ailleurs, hein. Il disait pas c'est bien il parlait pas de métropole, mais ça le revient au même. Il disait, oui, le risque, ça va être... on va avoir un décalage des inégalités croissantes entre les territoires, parce que les facteurs vont se concentrer dans les espaces dans les plus grandes villes, si vous voulez. Mais il ne parlait que de la production. Ce qu'il a complètement oublié, c'est la consommation. La consommation. Alors, la nouvelle économie géographique de la production de Krugman a été considérée par tout le monde comme là, enfin, une théorie de développement local général, et qui permettait justement de faire rentrer le territoire, comme je disais tout à l'heure, dans la science économique par la grande porte, hein, prix Nobel, bon, bravo. Et donc, le territoire, c'est maintenant, au même titre que le progrès technique, au même titre que d'autres éléments d'explication des fonctions de production, c'est rentré effectivement par la grande porte dans la question des facteurs de la production. Mais est-ce que l'économie, c'est que la production ? Alors moi, j'avais écrit dans mon bouquin que Alors j'étais un peu lâche parce que je n'allais pas m'attaquer directement à Krugman. Je ne disais pas que Krugman croyait lui-même qu'il avait fait enfin une théorie générale du développement territorial. Je disais les lecteurs de Krugman croient avoir affaire à une théorie générale du développement territorial, ce qui était une petite lâcheté. La vérité, c'en est pas une, parce qu'en fait, quand vous avez dit production, vous n'avez pas dit grand-chose sur l'économie des territoires.
Parce que l'économie des territoires, c'est aussi les revenus et c'est la consommation notamment. Et alors, il n'y a pas d'économie géographique de la consommation. C'est-à-dire aujourd'hui, en France, des spécialistes de la consommation, il y en a un ou deux. Il y a Moati, il y a Madry, Pascal Madry, qui est la jeunesse qui monte sur le commerce et qui sont des gens qui sont brillants. Il n'empêche qu'ils sont extrêmement peu nombreux et qu'il y a un besoin de monter. Il faudrait qu'ils écrivent plus. Il faudrait qu'ils montent un peu en généralité parce que la question de la consommation sur les territoires est largement aussi importante du point de vue du territoire, du point de vue du concret, comme je disais tout à l'heure, du point de vue du type qui est dans son village ou dans sa petite ville ou ou même dans sa grande ville. La question de la consommation dans son territoire est largement autant ou plus cruciale pour le territoire que la question de la production. Alors là, je vous interromps juste une minute et je dirais, bon, je fais des grands mots, mais c'est un peu le coup de génie de ce premier bouquin qui va être, entre guillemets, le socle de tout ce qui va suivre derrière. C'est-à-dire, en fait, on va prendre un exemple très simple. Généralement, on ne consomme pas forcément dans le territoire où on produit. Et effectivement, le fait de regarder ça, rien que cet élément qui paraît une évidence, mais qui n'était pas observé, montre bien que ces déséquilibres entre régions, ils existent peut-être, mais ce n'est pas de la façon dont on le voit, et que région riche, région pauvre, il faut la regarder aussi sous cet aspect-là, et de dire à un moment donné, les territoires, si on ne les regarde pas, et vous m'arrêtez si je me trompe, sur cette-là, on va rater énormément de choses. Voilà, c'est bien ça. Moi, en fait, historiquement, avant de commencer à travailler globalement sur les modèles de développement territoriaux, ce que j'avais fait au départ, j'ai fait ma première thèse d'étudiant, puis ma deuxième aussi d'ailleurs, j'avais fait sur les inégalités territoriales et la contribution des mécanismes financiers publics et de sécurité sociale à la réduction des inégalités interterritoriales. Entre les régions et les départements, je l'ai fait en France, je l'ai fait en Europe, je l'ai fait un peu partout dans le monde. En fait, j'étais le spécialiste de la question de la redistribution des revenus via les prélèvements fiscaux et les dépenses publiques, et via cette espèce d'angle mort qui n'était pas étudié du tout. Et en fait, vous vous rendez bien compte, déjà c'était énorme à l'époque. Enfin, aujourd'hui, les dépenses publiques et sociales, le montant, c'est l'équivalent de 57% du PIB. Du produit de la création de richesse. Donc il est quand même très très compliqué pour un économiste qui nous parle de territoire de ne parler que du PIB et de ne pas parler de ce qui se passe derrière. Et qu'il y a un énorme mécanisme de redistribution de l'argent. Donc il y avait des flux d'argent. Donc moi j'ai passé mon temps pendant une bonne dizaine ou quinzaine d'années à travailler avec... Alors, au départ, c'était des travaux qui avaient été pilotés par Prud'homme, qui avait inventé une méthodologie tout à fait originale. Moi, je suis arrivé, la chance que j'ai eue, une des multiples chances de ma génération, c'est que je suis arrivé au moment où la micro-informatique commençait à se développer. Moi, j'avais acheté le premier Apple de la fac de Créteil. Les mecs allaient mes copains venaient dans le bureau, ils rentraient dans mon bureau, ils disaient « Davzy, t'es vraiment une victime de la mode. C'est quoi ce gros gadget à la con, machin, etc. » Ça coûtait à peu près l'équivalent de 5 000 €, un Apple II à l'époque. Je m'étais ruiné pour acheter ça. J'ai dit « Mais vous rigolez, on peut faire des modèles. » Il n'y avait pas Excel à l'époque, donc on fabriquait des modèles en basique et tout. Avec ma camarade Corinne Haru, on a fait nos thèses, on a fabriqué des logiciels, on a écrit des logiciels, et on a fait des premiers travaux extrêmement lourds en reprenant les méthodologies que Prud'homme avait proposées et en les systématisant et en faisant des calculs horriblement compliqués que nous permettait la micro-informatique. Et de moi, je suis fidèle depuis 1977 jusqu'à aujourd'hui, je suis fidèle à Apple. Je dois avouer que j'ai caché dans mon tiroir, j'ai un VIO et j'ai quelques... Bon. Et donc, moi, j'ai pu travailler sur ces questions-là, et il est apparu qu'effectivement, quand on a de tels mécanismes de redistribution, il y a deux géographies qui apparaissent assez immédiatement. Il y a une géographie de la production, de la création de richesse. Aujourd'hui, c'est celle qui fait que tout se concentre dans les grandes métropoles. Et une deuxième géographie qui n'est absolument pas étudiée, qui est totalement ignorée, qui est la géographie du revenu. Entre la formation du revenu, ça n'a rien à voir avec la formation de la richesse. Et donc ça m'a mis sur la piste et je me suis rendu compte que derrière ces mécanismes de redistribution de flux d'argent, donc on a calculé combien l'Île-de-France, combien on prélève en Île-de-France et combien on y dépense. Ça paraît très simple et comptable, c'est pas ni simple ni comptable, c'est complexe conceptuellement. Je ne peux pas le développer ici, mais si tu as des questions, je peux y répondre. Mais c'est un peu long, c'est un peu compliqué. D'autant que je viens de le dire, la dépense publique, par exemple, c'est pas univoque. Quand je dis quelle est la géographie du bénéfice des dépenses d'éducation publique, j'ai une géographie de où a été l'argent, où sont les profs.
en fonction de leur niveau de salaire aussi. Hein. Un jeune prof est moins payé qu'un vieux prof. Un vieux prof, il va être au lycée Henri IV, et un jeune prof, il va être à Montfermeil. Hein. Donc cette géographie, on l'étudie. Il y en a une autre qui est qui a bénéficié, quel était le bénéfice pour les élèves. Comment s'est réparti le bénéfice entre les territoires, le bénéfice de l'éducation nationale. Si je prends les dépenses de recherche en agronomie, on peut très bien imaginer que la géographie du bénéfice des dépenses d'agronomie, ce soit là où il y a les chercheurs en agronomie qui ont touché des salaires publics finançant les recherches, 2-3 régions, ou alors c'est l'ensemble des agriculteurs du pays, ou alors c'est les consommateurs de produits alimentaires. Donc on est dans un univers d'une complexité effrayante, et il y a pour chaque dépense, il y a des centaines et des centaines de dépenses et de prélèvements budgétaires, il y a à chaque fois 4 ou 5 histoires plausibles de sa géographie, de sa territorialisation. Et donc on fait plusieurs familles. C'est Mushkin aux États-Unis qui avait proposé déjà dans les années 50 ce genre de conceptualisation. Et en fait, après, on a un modèle qui est premièrement un modèle probabiliste, c'est-à-dire qu'on calcule pour chaque territoire toutes les combinaisons possibles d'hypothèses. Celle qui est la plus favorable, celle qui est la plus défavorable, c'est-à-dire on choisit chaque fois l'indicateur qui permet de dire quelle est sa part de la dépense publique, et on arrive finalement à des résultats et c'est là où le pari est gagné, c'est qu'en fait, quelle que soit l'acception qu'on ait de la dépense en termes de flux, de bénéfices et des indicateurs qu'on utilise pour l'approcher, quand on n'a pas la statistique, en fait, ça fait très peu de différence, quelle que soit l'option statistique. Les mécanismes, mais pas qu'en France, ailleurs aussi, hein, les mécanismes géographiques, l'économie, les mécanismes sociaux, économiques, sont tous corrélés entre eux. Et donc, en fait, vous avez une convergence extrêmement forte des résultats, qui vous permet ensuite de dire, ben voilà, l'Île-de-France a contribué pourtant à la... Et donc, on a recalculé tous ces chiffres-là. Soit dit en passant, ces calculs qu'on a fait, ensuite on a fait pour la Commission européenne, il y a eu un appel d'offres pour le premier rapport sur la cohésion. J'y reviendrai, qu'on a gagné. Et on a recalculé pour un certain nombre de grands pays européens. Donc on a sorti les chiffres officiels pour l'Europe, et qui sont encore les derniers qui ont été calculés. Personne ne les a recalculés depuis. Jan Beig, de London School of Economics, c'était en 1996 qu'on l'a fait. Nous, en 2005-6, la Commission européenne lui a demandé de refaire le travail pour vérifier si c'était moi. S'il a touché autant d'argent qu'on a touché nous, c'était une bonne affaire pour lui. Hein. Nous, on a bossé comme des chiens. On a fait bosser 7 équipes en Europe. Ça a été un cauchemar professionnel. C'est dans ces métiers-là, moi je suis consultant. Plus le contrat est gros, moins vous gagnez d'argent. Hein. C'est une loi d'airain. Beig, il a rendu un rapport où il dit, en gros, il s'est pas trop cassé la tête, il est publié, hein, c'est pour le retrouver, il a le même titre que notre rapport de 96 d'ailleurs, et il dit, en gros, les analyses de 96 de notre équipe restent valables aujourd'hui. Nous on était contents, hein, c'est ça. Mais si on prend, ça n'a jamais été refait, et si on prend le cas de la France, ça n'a pas été refait non plus. Il faut attendre, c'est Mireille Elbaum, qui était la présidente du Haut Conseil au financement de la protection sociale en 2015-2016. Un jour, elle était une collègue au CNAB, elle m'a dit, mais dis-moi Laurent, tes travaux sur la redistribution des revenus par les fonds publics, la sécurité sociale, ils ont été repris depuis. Je dis non. L'INSEE, depuis longtemps, dit qu'ils vont le faire, mais ils ne le font pas. Alors moi, j'avais écrit un article où je disais, sur cette affaire, l'INSEE reste le calcul entre deux chaises, ne sachant pas choisir entre une approche conceptuelle économique ou une approche comptable. Ils ne savent pas, ce que je disais tout à l'heure, les ambiguïtés Ils n'ont pas apprécié, d'ailleurs, ça ne les a pas fait rire. Moi, j'étais vachement fier, calcul entre deux chaises, j'avais trouvé ça, j'étais content. J'ai montré ça à ma femme, elle m'a dit, ça ne fait rire que toi. Moi aussi, on est deux. Il est gentil, il faut venir chez toi. Et donc, je lui dis, non, ça n'a pas été refait. Elle dit, mais moi, j'aimerais bien refaire le travail, au moins sur les fonds de la protection sociale. 31% du PIB, la protection sociale. Alors que le budget de l'État, enfin, il y a du budgétaire dans la protection sociale. Hein. C'est pas sécurité sociale, c'est protection sociale, c'est plus large. Donc 31 sur les 57%. Elle me dit, tu veux le faire? Je dis non. Je lui dis, j'aime l'argent, mais pas à ce point-là. Moi, c'est des boulots qui sont absolument monstrueux. Et puis surtout, si c'est moi qui refais ce travail-là, tout le monde va dire, c'est du Davzi, on connaît la chanson, machin, et ça sera pas bon pour toi, ça sera pas bon pour moi, ça sera pas bon pour la connaissance. Je lui dis, fais appel à l'INSEE
ou à d'autres chercheurs, ce sera intéressant parce que logiquement, il va y avoir des résultats convergents avec ce que j'ai fait moi. Ça serait mieux. Et à ce moment-là, ça aura plus d'impact. Alors, c'est ce qu'elle a fait, et le rapport est sorti en 2015. Simplement, mais j'avais le temps de le développer ici, ils ont fait des choix méthodologiques qui fait qu'ils ne donnent pas véritablement, ils ne mesurent pas les effets de redistribution entre les territoires. D'une façon que je trouve tout à fait abusive. Alors je sais ça va circuler, il y aura beaucoup d'ennuis, mais je pense qu'il y a, notamment à l'INSEE, il y a un espèce de cerveau reptilien de l'INSEE, qui est que tout ce qui va dans le sens de les inégalités sont pas si graves, où il y a des mécanismes qui effectivement permettent de baisser les inégalités. C'est pas vendeur, c'est pas leur... Oui, pourtant, c'est quand même ce qu'il y a de mieux au monde en matière d'analyste, à l'INSEE. Et qu'ils ont trouvé un argument qui était de dire il y a des dépenses et des prélèvements non localisables, donc on ne peut pas localiser, alors que toutes les analyses dans le monde entier, et de gens autrement plus connus que, à commencer par Mushkin d'ailleurs dans les années 50, ou Katzambas ou d'autres, toutes les analyses qui sont faites dans le monde entier prennent les prélèvements non localisables ou les dépenses non localisables, et trouvent des clés de répartition plausibles, plusieurs, pour dire voilà comment ça doit pouvoir avoir comme effet, par exemple le salaire du président de la République. Vous pouvez le répartir au prorata de chaque Français, pourquoi pas, au prorata des gens qui ont voté pour lui. Alors des gens diront oui, mais c'est au prorata des gens qui votent à droite. Non, c'est comme ça. Bon, vous mettez tous, vous les mettez toutes. Et après, vous avez un ordinateur qui va sortir 10 000 on fait tourner l'ordinateur, on fait 10 000 tirages aléatoires de ces clés de répartition, et on voit ce que ça donne dans la sortie. On prend celles qui sont les plus favorables, les plus défavorables. Enfin, on a des méthodologies mathématiques qui permettent de répondre, de contourner l'obstacle et donc, l'INSEE est resté là encore le calcul entre deux chaises sur cette affaire-là. Et donc, on n'a toujours pas d'analyse aujourd'hui. Alors, une fois que j'ai fait ces travaux-là, je vais essayer d'accélérer, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que ces flux-là qui partaient sur les territoires, et qu'il y avait d'autres flux qui n'étaient pas publics, mais qui étaient d'origine privée, de choix d'individus, et que vous avez un maximum de flux sur les territoires en France, qui sont des flux, publics mixtes. Tu prends ta retraite dans 25 ou 30 ans. Si ça arrive. Oui, si tu y arrives. Tu n'en peux plus de Paris, tu pars avec ta retraite et tu vas t'installer à La Rochelle. Tu as fait de la valeur ajoutée à Paris, tu crées du PIB, machin, et en fait, ton premier revenu, tu l'as à Paris en ce moment, et tu as un deuxième revenu que tu es en train de mettre de côté, ta petite pelote, et tu vas toucher. Alors, c'est un transfert de revenus très important. C'est un flux de revenus. Si on prend, il y a une des caractéristiques de l'Île-de-France, c'est qu'on a 22% des actifs français et on doit avoir 16 ou 17% des retraités. Ça veut dire qu'il y a une énorme fuite de retraités qui partent en province. Donc on crée de la richesse. Donc la redistribution entre l'Île-de-France et la province, c'est le reste du pays, les France de région, parce qu'on n'a plus le droit de dire province. Le nombre de trucs qu'on n'a plus le droit de dire, c'est hallucinant. Je suis content de prendre ma retraite. Une partie très importante, c'est pas seulement les effets budgétaires dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi simplement un transfert. Les gens partent, ils déménagent. Il y a 8% de la masse salariale versée à des Français, versée en Île-de-France aujourd'hui, qui sont versés à des gens qui ce soir dormiront en Picardie, en région centre et tout, qui sont des gens, des navetteurs qui viennent. Donc pareil, ils créent de la richesse, ils créent de la valeur ajoutée en Ile-de-France, et le revenu, il est vendu. Tout ça, Krugman n'a pas vu, le nouvel économie n'a pas vu du tout. Vous avez les touristes. Qu'est-ce que c'est qu'un touriste ? Un touriste, c'est que ça, c'est 150 milliards d'euros annuellement de dépenses touristiques sur le territoire français. 150 milliards d'euros. 7-8 points de PIB. C'est colossal. C'est quoi un touriste ? C'est un habitant provisoire, non recensé, qui vient chez vous et qui dépense du pognon. Il vient avec un revenu qui dépense avec une proportion à consommer beaucoup plus forte que la moyenne des gens. C'est aussi un transfert de... Donc, moi, j'ai pris tous les transferts, et je me suis rendu compte qu'entre les dépenses publiques et sociales et les transferts privés de revenus, avec les retraites, les navetteurs, le tourisme, on avait une géographie, une formation du revenu sur les territoires et une géographie du revenu qui avait une dynamique absolument inverse de la dynamique de la création de richesse. Et on avait cette espèce, ce haïku, des 4 chiffres que je cite tout le temps. L'Île-de-France, je reste sur l'Île-de-France, c'est le principal pôle de création de richesse en France. L'Île-de-France crée 27% du PIB, c'était à l'origine de 27% du PIB de la France en 80, aujourd'hui 31%. Il y a 4 points de PIB qui sont passés de la province à l'Île-de-France. Enfin, ça a baissé en province, ça a monté en Île-de-France. C'est ça la concentration krugmanienne.
Et c'est ça que tout le monde voit, en s'arrachant les cheveux. En même temps, le revenu des ménages, l'Île-de-France disposait de 25% du revenu des ménages en 80, et il dispose de 22% aujourd'hui. 22%, c'est son poids en actifs. 22% des actifs ont 22% du revenu des ménages. La province, c'est exactement la France des régions, c'est exactement l'inverse. Et donc, il y a un effet de redistribution colossale. Et donc, vous avez, et je termine, pour te laisser poser d'autres questions, vous avez un mécanisme absolument sidérant que moi, quand j'ai commencé à le repérer il y a une quinzaine d'années, j'ai refait plusieurs fois les calculs en disant c'est mon ordinateur qui me joue des tours, ça marche pas. C'est comme Ikea, vous savez, vous montez le truc, il manque une pièce, ça tombe pas. C'est cauchemardesque. C'est très humiliant d'ailleurs, hein, parce que je suis vraiment con de ne pas pouvoir réussir à monter cette putain d'état. Avec une notice uniquement qui a que des dessins. Avec une notice traduite du coréen. Bref. Je me dis, c'est pas possible. On a une augmentation des disparités de PIB par habitant entre les régions, au profit des régions les plus riches, et on a en même temps une baisse des inégalités de revenus entre les régions sur la même période, un effet de ciseau. Alors, on n'a pas de PIB départementaux ou d'urbains, mais on a des revenus des ménages des départements, revenus moyens des départements, revenus moyens des zones d'emploi, etc., aux échelles des régions, des départements, des zones d'emploi, des aires urbaines, les inégalités de revenus par habitant n'ont pas cessé de décroître de 1965, c'est les premiers chiffres qu'on ait, hein, on ne sait pas avant, jusqu'en 2018-19, qui sont les derniers chiffres qu'on ait. Ça n'a jamais cessé de baisser. C'est-à-dire que les inégalités de revenus par habitant entre les territoires n'ont jamais cessé de se réduire. Dans un monde ultralibéral, enfin que c'est la chanson, au genre urbain, vous avez beaucoup d'ouvrages très intéressants. Absolument. Qui parlent de ça. On avait les Pinsons Charlot l'autre jour, j'adore les Pinsons Charlot. Bon, ça n'a jamais cessé de baisser. Alors qu'au contraire, les disparités de création de richesses, elles augmentent sur le territoire. C'est ça les phénomènes fondamentaux que nous permet l'analyse territoriale, nous permet de comprendre. C'est un tout petit peu plus compliqué et un peu plus complexe, un peu plus large de perspective, de scope, que ce que nous raconte la nouvelle écologie géographique, qui ne s'intéresse strictement qu'à la productivité et à la compétitivité et à la création des richesses sur le territoire. Alors, il y en a aussi un autre. Évidemment, il y en a plusieurs, mais je vais m'arrêter sur un autre à partir des deux autres livres qu'on suivit. Il s'appelle La crise qui vient, où vous décalez la réalité de la crise 2008, vous la voyez en 2011, et en fait, vous dites que, évidemment, tout ce que vous racontez est assez imparable, ce qui ne réduit pas les problèmes qui sont en train de se jouer. Mais justement, l'analyse territoriale, de ce que j'ai compris en vous lisant, c'est que montre aussi la recomposition, là je vais oser ce mot un peu intello, le changement de paradigme qui a fait que nos territoires, nos vies, nos États se sont organisés. Et je vais prendre un exemple que vous prenez sur votre troisième livre sur le choc des nations, où vous regardez évidemment le cas européen et aussi le cas mondial, c'est le cas de la Silicon Valley. Et vous faites un comparatif assez redoutable. C'est-à-dire que d'un côté, il dit, voyez, vous avez les entreprises, on ne peut pas faire plus mondialisées que Google, Facebook en tant que telles, sauf qu'elles sont localisées sur un micro-territoire. Et tout l'argent va sur ce micro-territoire. Et si vous regardez à l'époque, on va dire General Motors, qui faisait fabriquer ses pneus peut-être dans le Colorado, un certain nombre d'autres pièces dans d'autres États, on voyait qu'il y avait une répartition de l'économie sur l'État et que bénéficiait évidemment dans la ville du Michigan, mais en tout cas ça rayonnait, ou comme dirait notre président, ça ruisselait. Alors que là justement, vous montrez ces paradoxes-là, on a des structures hyper mondialisées qui concentrent tout sur un micro-territoire. Et là, en regardant justement par vos flux territoriaux, c'est ça que ça fait ressortir. Ça fait sortir ces paradoxes, ces contradictions, et qui nous renvoient, nous, citoyens, et on va dire un peu plus aux acteurs politiques, devant un nouveau défi. Et c'est ça aussi, enfin, est-ce que j'interprète mal, vos analyses économiques territoriales. Non, moi je suis tout à fait d'accord. Ce que vous dites m'ouvre même des perspectives. Oui, j'aurais pas employé ce terme, mais c'est vrai, il y a un changement de paradigme, on va dire. En gros, avant les années 80, l'économie productive était pilotée par des grands secteurs lourds, industriels, lourds, massifs. Ces grands secteurs industriels, ils étaient généreux sur le plan territorial. C'est ce qu'on dit General Motors.
ou l'industrie automobile en France. C'est-à-dire que ces territoires, ces secteurs-là se répartissaient sur les territoires. C'était la tête et les jambes, ça faisait hurler tout le monde. On disait, les centres de recherche, la direction est à Paris, les centres de production sont à Châtellerault, et c'était l'exploitation du territoire par les territoires, ça a eu simplement, on disait ça sert à que dalle pour le développement, pas du tout. Enfin, on a du recul maintenant, on sait que ça a permis. On le voit avec l'exemple de General Motors, de General Electric à Belfort et Alstom, on voit bien que tout d'un coup, ça manque au territoire. Absolument. Donc en fait, ça a été de puissants mécanismes d'équilibrage territorial. Le grand changement aujourd'hui, c'est que c'est plus vrai. C'est-à-dire que les éléments moteurs ne sont plus généreux sur le plan territorial. Et en fait, alors ça fait hurler tout le monde, mais il y a quand même quelque chose qui a augmenté entre-temps très fortement, avant les années 80 et aujourd'hui, c'est le poids des prélèvements, des dépenses publiques et sociales, et donc les effets de redistribution. Finalement, la générosité est passée du système... vous comprenez ce que je veux dire par générosité, hein, c'est pas mais je le prends, une facilité de vocabulaire. Le système productif était généreux parce que c'était de la lutte des classes, c'est le rapport de force. C'est là où on peut effectivement faire avancer socialement, ça se faisait dans l'entreprise. Ça bascule maintenant avec des nouveaux secteurs, ce que je vais venir, traitement de l'information. Et finalement, le lieu, entre guillemets, de la générosité, et donc le lieu aussi des rapports de force, ça devient l'État, ça devient le secteur public. D'où, effectivement, aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est de prendre l'État. C'est plus la lutte sociale. Des grandes grèves et tout, c'est terminé, on n'en a plus parler. Vous avez des mouvements sociaux sur les fermetures d'entreprises. Vous avez les mouvements sociaux un peu liés aux entreprises aujourd'hui sont dans des faire-part de décès, en fait. Hein. C'est pas des luttes sociales dans un système productif dynamique et en expansion. Donc il y a eu ce changement de paradigme est colossal. C'est-à-dire que la générosité entre guillemets, enfin, la question du partage, elle est passée du système productif au système de l'État. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, parce que sur l'enjeu on va y venir du pouvoir sur la de troisième partie. Ce qui s'est passé, c'est le changement majeur technologique. On est maintenant dans l'économie d'information. Et là, vous avez ce truc extraordinaire, c'est que, alors je mets dans le bouquin, le dernier, si vous prenez simplement l'économie numérique. L'économie numérique, si on prend 2007-2018, entre les 2 tiers et les 3 quarts des créations nettes d'emplois dans ces secteurs dites numériques, ça a été dans 15 communes françaises. 15 communes ultra concentrées. C'est Paris, c'est 5-6 communes qui touchent au périph', c'est Lyon, c'est Toulouse, c'est Nantes, c'est Saint-Herblain, enfin, Colomiers, très peu. Donc en fait, la concentration krugmanienne, elle est démultipliée dans le secteur du traitement de l'information par rapport à ce qui était l'industrie lourde d'avant. Dans ce bouquin, je regarde par exemple ce qu'était la concentration géographique de l'industrie automobile dans les années 90, au début des années 90, en France. Il y avait l'industrie automobile dans quelques communes en France, dans quelques dizaines de communes. C'était infiniment concentré que ça n'est aujourd'hui sur l'industrie numérique. Donc en fait, on a cet égoïsme territorial. Alors ce que je dis, c'est vrai que si on prend le cas des États-Unis, General Motors faisait travailler l'Amérique entière. Il faisait travailler, mais c'est vrai pour le Renault en France. Hein. Il y avait des gens qui faisaient des boulons, d'autres qui faisaient des pare-brises, d'autres qui faisaient dans l'Amérique entière. Plein de géographes ont fait des analyses, ont montré effectivement la contribution des différents territoires à une chaîne de production en France ou dans d'autres pays. Si vous prenez l'économie de l'information, qui est devenu le premier poste de valeur ajoutée aux États-Unis. Hein, c'est devenu alors l'information, on met dedans informatique, Internet, télévision, cinéma, musique. Oui, c'est devenu un truc absolument. Le premier poste d'exportation aussi, des Américains. Ça se trouve maintenant hyper concentré. C'est-à-dire c'est concentré sur Los Angeles, pour dire les choses un peu San Francisco, Los Angeles, quoi. C'est la Californie. Donc avant, les États du Nord, de Michigan, etc., faisaient vivre l'Amérique entière par leur commande. Aujourd'hui, les secteurs du numérique, les secteurs de l'information, mais aussi Hollywood, tout, ne font vivre qu'eux-mêmes. Et en fait, ils n'achètent rien. Ils achètent une caméra ici, un machin là. Donc c'est hyper concentré. Moi, on m'avait demandé, il y avait une commission du vocabulaire, on m'a demandé de proposer des mots nouveau, parce qu'il y a un changement de... Alors j'avais parlé d'économie onaniste. Ça n'a pas été retenu. Je suis étonné. Ça n'a pas été retenu. En disant oui, parce que c'est des secteurs qui ne font de bien qu'à eux-mêmes.
absolument. Oui, non, mais c'est... Alors que les secteurs par exemple, de l'automobile, c'est les secteurs qui, en permanence, c'était le mariage entre le montage de la mécanique, la sidérurgie, le caoutchouc, la chimie, le machin, l'industrie du verre, etc. Et tout le monde travaillait ensemble pour fabriquer un beau bébé, qui était une belle bagnole. C'est fini. Maintenant, ça se passe Alors ça, c'est très inquiétant. Mais en même temps, c'est vrai que ça permet d'avoir des revenus, et ces revenus sont très lourdement taxés. Vous avez vu que Biden s'y met quand même. Moi, ça me fait marrer, parce que Biden vient de se faire élire. Tout ce qui était considéré comme affreux, c'est-à-dire taxer les GAFAM, par exemple, l'énorme endettement public qu'on a actuellement. Moi, j'ai dit ça à France Culture il y a quelques mois, où j'ai dit on n'en sortira pas. Pour payer cette dette, il va falloir soit qu'on ait de la croissance qui permette de faire baisser. Bon, là, on ne l'aura pas, ça ne va pas arriver. Soit il faut augmenter les impôts. Quand même, on peut imaginer que les gens qui ont de l'argent payent un peu plus que ce qu'ils payent aujourd'hui. On dit j'ai pas question. Soit ça sera l'inflation. Tout le monde m'a dit mais t'es fou, pas question de. Alors, moi je vois qu'aujourd'hui l'inflation, les entreprises américaines sont toutes en train d'acheter des bitcoins parce qu'elles ont peur de l'inflation, de la perte de valeur, alors que tout le monde, y compris des grands professeurs de Dauphine, m'ont dit Davzi tu déconnes, l'inflation on n'en aura pas, on sait plus que. Donc aujourd'hui, et Biden dit on va augmenter les impôts, et tout le monde dit c'est vachement bien, c'est vachement bien. Il y a un côté grégaire aujourd'hui dans la pensée générale, et ne parlons pas de la pensée sur le territoire, qui quand même, moi je trouve, est un peu inquiétant. Et donc voilà, c'est un changement de paradigme majeur. C'est un peu inquiétant. Tout le monde a pensé que l'économie de l'information allait faire que on pouvait avoir ces activités pourraient très bien se développer aussi bien à Mende ou à Saint-Gaudens qu'elles le font à Paris ou à Lyon. Oui, c'est ça. C'est une illusion. Ouais, l'illusion, voilà. C'est une grande illusion. L'économie de l'information est une économie présentielle, bizarrement. C'est une économie présentielle. Hyper présentielle, qui vendent du distanciel aux autres. Mais eux-mêmes, prenez par exemple les grandes réunions mondiales des opérateurs du numérique, ils ne font pas des réunions sur Internet. Hein. Ils se retrouvent à Las Vegas. Ils sont tous ensemble à Las Vegas. Donc là, il y a quand même une espèce d'illusion. Et c'est vrai que cette histoire du confinement, du télétravail et tout, a ouvert des perspectives, tout le monde s'est précipité. C'est compliqué, c'est qu'on a beaucoup de prédictions autoréalisatrices. Hein. La presse s'est jetée là-dessus, il y en a marre des grandes villes, vive les petites villes, la revanche des petites villes, machin, etc. En disant, ça y est, demain, tout le monde va pouvoir travailler en télétravail, etc. D'abord, le télétravail, ça existait depuis très longtemps, la possibilité. Et la vérité, d'abord, plein de gens ne peuvent pas télétravailler, donc ça va un clivage social épouvantable. Ma femme de ménage, je ne veux pas qu'elle le fasse en télétravail. Je préfère qu'elle vienne faire le ménage à la maison. C'est un peu pareil pour le métier de libraire. Oui, c'est pareil. Mais enfin, tous les grands services urbains, ça ne peut pas être fait en télétravail, donc il y a une vraie inégalité de situation. Mais aussi, les gens qui sont au niveau le plus élevé de commandement, etc., ne sont pas non plus en télétravail, ils sont en présentiel. Donc ça va être le fait de certains. Ils vont partir s'installer à la campagne. Vous avez aimé les gilets jaunes, vous adorerez les télétravailleurs. Parce qu'en 2-3 ans, quand ils vont se rendre compte, d'abord on change beaucoup plus souvent de boulot que de logement. Donc quand ils auront perdu le job pour lequel ils avaient un télétravail 2 jours par semaine et qu'ils vont s'emmerder pour trouver un autre boulot assez accessible, où ils aient 2 jours aussi de travail, ils vont rigoler, ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas de service. Pourquoi c'était pas cher le logement? Mais c'est parce qu'il n'y a pas de service. Le prix du logement, c'est une fonction d'accessibilité aux services publics et privés. C'est tout, point. Donc si c'est pas cher, c'est qu'il y a pas d'activité. Ils vont avoir des bagnoles. On va leur dire, Toto, attends, est-ce que là, mais attends, le diesel, tu l'oublies, pas de diesel. De toute façon, tu sais que tu peux plus venir en ville. Tu as la ville à côté. Ah non, tu rentres pas en ville avec ta bagnole pourrie. Ah putain, un contrôle technique, maintenant il va coûter 200 €. Enfin, vous voyez, non, mais c'est exactement ça. Donc, dans 4-5 ans, les télétravailleurs vont tomber fous. En plus, 2 jours par semaine, c'est vrai qu'il faut payer une nuit d'hôtel. Il faut payer les transports, il faut se payer une nuit d'hôtel, ou alors on garde un appartement à Paris ou à Lyon. Tout ça, c'est les pieds nickelés. Enfin, les gens qui sont en train de nous dire partout, y compris des gens très sérieux, hein, des gens à bac plus 28. Je sais. Il faudra vous dire, c'est un virement. Ce virage, espérons qu'on ne le prendra pas, parce que je ne suis pas en train de dire que ça ne va pas arriver. Je dis le pire, c'est que ça peut arriver parce qu'il y a une telle intox, il y a une telle... On a eu tellement de fantasmes. C'est pas tout à fait faux. Dans mon ancienne vie,
J'étais enseignant. On disait à mes étudiants, méfiez-vous quand même de la tendance du moi. C'est-à-dire que les processus sont lourds et longs, donc ce que vous dites est assez juste, mais après, on ne bouge pas d'un habitant comme ça, entre les volontés, et déjà on voit bien tous à notre quotidien, dans la volonté de faire les choses et les faire, déjà il y a souvent un décalage. Et j'aimerais rajouter un point là-dessus avant qu'on passe à la dernière partie sur justement la place de l'État dans ces questions-là, parce qu'évidemment tout ça est cohérent et logique. C'est que ce qui faisait la force aussi de la réalité, de la façon dont vous observez, on va dire, pour faire simple pour l'auditeur, ces flux économiques territoriaux, c'est que donc il y a ce processus de changement de paradigme là qui est dans une logique économique avec ses conséquences sociales, mais il y a aussi une logique politique où dans ce livre-là, vous montrez aussi comment se matérialise à travers, c'est ça qui est fascinant dans le livre, ces flux économiques, et que égoïsme qui existe déjà, mais cet égoïsme régional européen qui se saisit aussi de ces mouvements sans forcément le savoir, mais en tout cas qui mettent en avant donc la Catalogne qui se sent supérieure, et en plus vous montrez ces contradictions, la Catalogne qui est région plus riche d'Espagne, qui n'est pas forcément beaucoup, en plus, vous allez me corriger, mais en tout cas qui n'est pas forcément plus riche que la Catalogne française qui semble la plus pauvre de France, enfin vous voyez tout ça, tous ces mécanismes-là, mais en tout cas, ce qui est intéressant, et c'était là ma question, c'est que c'était pour appuyer ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que ces regards de flux économiques territoriaux nous renvoie des questions, en tout cas, je n'irai pas jusqu'aux réponses, mais des questions politiques fortes des enjeux qui sont devant nous. Oui, cette question totalement, on l'a dit tout à l'heure, totalement ignorée. C'est-à-dire les travaux là-dessus, il n'y en a pas. Je suis pratiquement le seul à avoir fait des travaux sur ces questions dans les années passées, en France, voire en Europe. Donc le déni, finalement, de ces mécanismes de redistribution, déni qu'on ne va pas retrouver chez les gens de la Ligue du Nord, qu'on ne va pas retrouver chez les Catalans, qu'on ne va pas retrouver chez les Écossais, qu'on ne va pas retrouver chez les Basques, qu'on va retrouver chez, etc. Je vais faire une longue liste, qui sont des gens qui ont parfaitement compris, qu'effectivement, les mécanismes de prélèvement des dépenses sont des mécanismes qui permettent de fabriquer... bluffé par l'intelligence de Matteo Salvini, je dois avouer. Ah oui, c'est pour ça qu'il est effrayant. Oui. Ce sont des gens qui ont commencé par être super régionalistes, puis après ils ont dit il faut prendre le pouvoir globalement, pour ensuite on reviendra à nos affaires du Nord, de la Ligue du Nord. Ces gens-là, ils ont parfaitement compris. Mais de façon générale, les gens sont comme une autruche, à tête, ils ne voient pas ça. La vérité, c'est que aujourd'hui, ces mécanismes-là sont des mécanismes qui sont... Ceux qui sont ignorés sont ceux qui fondent la nation. C'est ça qui fait la nation. Qu'est-ce que c'est qu'une nation ? C'est jamais qu'un endroit où il y avait une frontière autour, et à l'intérieur de cette frontière, il y a une règle du jeu, c'est qu'on est tous très différents, mais on est solidaires les uns avec les autres. Et on est très différents. Durkheim. Une nation, c'est pas un truc où tout le monde est pareil. C'est un endroit où on est très différents, et on gagne à être ensemble différents, et on est solidaires entre nous. D'ailleurs, pour prolonger d'où la contrainte sociale, ce qui était très important pour Durkheim. Absolument. Et donc, on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, c'est remis en cause. C'est-à-dire, quand vous remettez en cause quand vous vous dites, sous prétexte d'identité, alors, dans le cas des Catalans, je ne veux pas avoir trop d'ennuis. J'ai eu des mails de certains mouvements régionalistes du nord de l'Europe en me demandant de faire attention à ma santé. Enfin, parce que j'étais un peu... les mouvements régionalistes, aujourd'hui, s'habillent de trucs d'identité culturelle. Alors, c'est le cas ça avait été signalé par un certain nombre d'auteurs français que je cite dans le bouquin, qui ont montré une espèce de mascarade dans le nord de l'Italie, parce qu'il y aurait un véritable peuplement culturel spécifique, une identité, Ma compagne étant italienne, je maîtrise à vos sujets, et que la fameuse Padania est un concept très flou. La Padanie, machin, etc. Bon, les Catalans, la vérité, ils auraient bien aimé mettre les patrons de l'Espagne, quand même. Donc, ils sont pas catalans, ils n'ont pas été les patrons de l'Espagne. Ils pensent qu'ils sont... Quand on dit à nos étudiants en France quelle est la région la plus riche d'Espagne, ils sont vachement forts dans le baratin. Tous les étudiants disent c'est la Catalogne, Barcelone et tout, c'est pipeau. Les plus riches, c'est les Pays Basques. Le deuxième, c'est Madrid. Un troisième seulement. Alors, c'est pas mal quand même. Le catalan est troisième seulement. Et quand vous discutez avec les élus catalans, parce que j'ai beaucoup bossé ça avec les Catalans, les types, ils vous disent on a tout loupé. C'est-à-dire que nous, on voulait être le hub pour la péninsule ibérique, on voulait que soit le hub des avions, ou pour les grands sièges sociaux d'entreprise, qu'on tienne l'Espagne et le Portugal, qu'on soit dans un système européen mondialisé, que ça soit nous. Ça ne s'est pas passé chez nous, ça se passe à Madrid.
beaucoup plus, d'ailleurs, ça a plus de sens. Enfin bref, tous ces territoires-là, sous couvert d'une identité particulière, alors que c'est quelque chose qu'on trouvait. Moi, j'avais dit, il y a deux types de mouvements. Il y a des mouvements pré-nationaux et post-nationaux. Les pré-nationaux, c'est des mouvements régionalistes de gens qui n'ont jamais joué le jeu, n'ont jamais accepté, ils n'ont pas digéré le fait de rentrer en nation. Les Kurdes, relisez Xénophon, déjà, il y a 25 siècles, déjà, ça chauffait beaucoup. Hein. Déjà, je vais le lire, je ne vais même pas le relire. L'anabase de Xénophon, l'anabase. D'accord. Les Corses, ils ont pas trop. Alors, à un moment donné, ils ont cru qu'avec Napoléon, ils allaient mettre du monde, mais passé cette parenthèse-là, ils n'ont pas bien supporté. Enfin, il y a un certain nombre de régions dans le monde qui sont des régions, effectivement, qui ont eu du mal à jouer le jeu et qui ont souvent considéré qu'ils étaient perdants au jeu de la nation. À tort ou à raison. Et puis il y a les conflits post-nationaux, ceux-là, c'est ceux qui sont apparus depuis quelques années, qui sont des conflits, effectivement, plutôt de régions riches, qui sont des régions qui disent, mais moi j'ai plus intérêt à jouer le jeu de la solidarité nationale, ça me coûte un pognon fou. Alors nous, on a eu pompier incendiaire, on a une responsabilité, mais c'est la faute de Prud'homme, s'il écoute on travaillait ensemble sur l'affaire des redistributions sur les budgets, et Prud'homme a été faire une conférence, et il a parlé de l'effet Catalogne, à Barcelone bien sûr. Provocateur. Qu'est-ce que c'est que l'effet Catalogne ? Eh bien l'effet Catalogne, c'est que les Catalans, vous l'avez dit tout à l'heure, les Catalans, ils subventionnent le reste du pays dans le jeu entre ce qu'ils payent et ce qu'ils reçoivent du budget d'État espagnol, alors que les Languedociens ou les gens de Midi-Pyrénées qui sont juste derrière la frontière, à même niveau de développement, eux, ils sont financés par Paris. Donc il y a une inégalité, des régions sont traitées inégalement, des régions égales sont traitées inégalement en Europe. Et donc c'est un vrai problème avec ça, de faire un marché unique, de faire la libre circulation, etc. C'est un trouble aux règles de la compétence, de la concurrence loyale, etc. Et non faussé. Il parle de l'effet de Catalogne. On retrouve partout en Europe cet effet-là. Hein. Ça n'a pas loupé. Jordi Pujol, l'élu FA, a réuni une réunion avec les élus. Il y en a marre. Les travaux, il nous cite, montrent bien qu'il n'y a pas marqué pigeon, quoi, en gros. Hein. Il y en a marre. Donc il ne parle pas tout de suite de dire on va faire l'indépendance. Il dit on va renégocier avec le gouvernement central pour qu'une partie de nos impôts nationaux ne remonte pas sur le budget central, mais reste dans la Catalogne. Et ils vont l'obtenir, en échange de leur soutien, parce que le gouvernement a des problèmes de majorité à l'époque. Mais la vérité, c'est que le verre est dans le fruit. Et qu'après, ils disent, attendez, on en a marre de payer pour les Andalous. Vous pouvez rajouter là-dedans une petite dose de racisme, hein, parce que quand même, on retrouve dans ces pays-là, légère. Vous connaissez l'Italie. Légère. Entre le nord et le sud, il y a quand même des dimensions qui ne sont pas toujours très honorables. Hein. Ça, c'est clair. Et donc, il y a une espèce de déchaînement, et ça, on le retrouve un peu partout. C'est-à-dire que cette idée, ces flux qui sont généralement ignorés par les gouvernements, mais qui ne sont pas ignorés du tout par les gens qui se considèrent lésés, finalement, ces flux sont à l'origine d'une remise en cause grave de l'idée de nation. Moi, j'ai eu un débat avec un indépendantiste catalan sur Radio France Internationale, sur RFI, un honorable collègue de l'université, et qui me disait un tout, moi j'ai hurlé, et qui une tartufferie effrayante. Il dit, voilà, nous les Catalans, on est pour la solidarité entre les territoires, mais nous, on préfère la solidarité avec les autres régions européennes dans le cadre de l'Europe que la solidarité en Espagne. Je lui dis, mais attendez, professeur d'université, le mec, hein, le budget espagnol, enfin les fonds publics espagnols, budget sécurité sociale, ça représente la moitié de l'économie espagnole, la moitié du PIB. Les fonds publics de la Commission européenne redistribuent sur la base d'un prélèvement qui est de 1 ou 1,5% du PIB européen. Donc ne dites pas que vous préférez la solidarité européenne, la solidarité espagnole. Dites que vous n'aimez pas la solidarité. Soyez au moins, ayez l'honnêteté de dire que vous ne voulez pas la solidarité, et c'est pour ça que vous voulez être indépendant. Bon, enfin, on est sur des situations... Et tout ça, c'est quand même, on est au XXIe siècle, avec ce genre d'argument politique. Moi, j'avais dit, c'est l'idéologie de la calculette. C'est quand même extrêmement, extrêmement problématique. Hein. Et alors, moi, ce que j'avais dit aussi, qui avait un peu vexé, j'avais dit, finalement, ce qui est rassurant, c'est que les très grandes capitales, comme Londres ou comme Paris, vous ne trouverez jamais
en Ile-de-France, parce que c'est des lieux de melting. C'est-à-dire, là encore, on retombe sur Durkheim. Quand vous avez des territoires où les gens sont dans une espèce de fantasme ou de réalité, d'une certaine homogénéité, vous arrivez à ce genre de délire. Parce que c'est un délire. Et je ne suis pas chevènementiste, nationaliste, souverainiste, genre. Ça se comprend. Vous n'avez pas ça à Londres, vous n'avez pas ça à Paris. Parce que c'est un mélange, absolument. J'ai plus de chiffres, mais le pourcentage de Parisiens nés à Paris est extraordinairement faible. Ou de Franciliens nés en Ile-de-France est relativement faible. Alors que le pourcentage de Rennais nés en Bretagne est beaucoup plus élevé. Donc on voit bien que les territoires, il y a aussi ces dimensions-là, cette singularité que je parlais tout à l'heure. C'est pas seulement une dimension, une densité, machin, etc. C'est aussi comment c'est constitué, une épaisseur historique, démographique, etc. Quand plus vous allez dans les territoires, plus vous allez dans l'homogénéité, et l'homogénéité vous conduit rarement sur des chemins de progression extraordinaire, sur le plan politique, idéologique, conceptuel, etc. Et en revanche, ce qu'on voit, c'est que les régions qui sont aujourd'hui en pointe sur la remise en cause de la nation, indépendantiste et tout, moi j'avais dit c'est des métropoles en culotte courte. C'est-à-dire Barcelone, Milan, Glasgow. Ce sont les vraies grandes métropoles ne sont pas dans ce type de démarche de plus vouloir. Vous n'avez jamais entendu un Parisien élu de droite, de la gauche, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, dire il y en a marre que les Franciliens payent pour le reste de la France. Pourtant, si on dit l'endettement de la France est un vrai problème. Le déficit chronique depuis les années 80, on n'a pas un budget équilibré depuis les années 80. On est quand même en 2021. Vous calculez, plus de 40 ans. Jamais eu de budget équilibré. Donc déficit chronique. Or, si vous prenez la région Île-de-France, elle a toujours eu, en termes de budget national, elle est excédentaire. Donc le déficit, il vient de la France des régions, comme on dit. On va dire de province. Donc si vous voulez, il y a des gens, moi je l'ai dit une fois ou l'autre, je ne le dis pas trop parce que faut pas non plus, l'expérience catalane nous a appris à faire un peu gaffe. Mais j'ai jamais entendu, et Dieu sait qu'on a parlé moi j'ai parlé avec les présidents de la région Île-de-France à plusieurs reprises, de droite comme de gauche, j'ai très souvent été en contact avec ces gens et leurs équipes, jamais je n'ai entendu, même dans un déjeuner off-record, quelqu'un dire il y en a marre de payer pour les provinciaux. Jamais, jamais, jamais. Vous allez à Barcelone, vous allez à Milan, les types, ça les obsède. C'est une obsession chez eux. Donc c'est quand même... Non, mais j'entends bien. Alors, on va passer au dernier point, qui est l'objet de votre dernier livre, parce que quand on regarde donc la photographie, c'est pas exactement le bon mot, mais disons que la construction territoriale et économique qui est en train de se jouer, évidemment, on a j'ai le réflexe de se dire, ok, maintenant qu'on a tout ça, le rôle de l'État, maintenant, il va quand même passer à la trappe, avec toute cette recomposition d'une part de flux au sein des territoires, dans une logique mondialisée avec sa complexité, avec ses impacts politiques, ce qu'on vient de raconter. Quid du rôle de l'État? Et là, vous revenez avec le dernier livre qui va conclure un peu cette série, de dire non, ça marche pas comme ça. Effectivement, il y a tous ces flux qu'on a à peu près invisibles, que moi j'essaye de rendre visibles. Sauf que tout ça, il faut bien un chef d'orchestre, pour faire court, qui tienne à peu près ça. Et le chef d'orchestre, contrairement à ce qu'on croit, et qui soutient encore les gens qui sont dits en difficulté, c'est l'État. Et que si difficulté il y a, parce qu'il y a, si crise il y a ou difficulté, elles sont là, il dit, mais c'est pas forcément là quand ça joue plutôt côté individu, côté entreprise. Question, l'État, comment s'en sort-il dans tout ce marasme que vous venez de nous décrire? C'est très compliqué, parce que l'État d'abord est terriblement remis en cause tous azimuts. Tout le monde, il suffit de voir l'incroyable trouble politico-idéologique de la France actuellement. La droite J'en fais partie. Oui, la droite avait perdu tous ses repères idéologiques. On pouvait ne pas être d'accord. Je suis dans le trouble. Voilà. Ils avaient des vrais repères. Mais la gauche, c'est pas mieux. Donc il y a une perte absolue de repères. Il y a une espèce de grammaire à refonder. Qui est, je pense, je suis pas un groupie, mais je pense que adroitement ou maladroitement, je pense que Macron a une grammaire en tête, quand même. Je pense que je serai assez d'accord d'ailleurs avec lui là-dessus, et je suis pas le seul. Je pense qu'aujourd'hui, si on est réaliste,
l'opposition publique-privée est une opposition stupide. L'opposition plan et marché, que moi j'ai appris ça quand j'étais étudiant, ça, on avait des cours là-dessus à Sciences Po, le plan, le marché, machin. On faisait des rédactions sur c'est terminé. Tout ça, il y a une espèce de mélange absolu. Je citais Jean-Claude Monod dans le dernier bouquin, celui qui a écrit le livre sur de l'art de ne pas être trop gouverné, hein, le philosophe, jeune philosophe. Où il dit en fait le néolibéralisme, c'est pas du libéralisme hors de l'État, c'est le contraire. Le néolibéralisme, c'est un système dans lequel l'État est une variable macroéconomique. Ça fait partie, les intérêts publics et privés, mais autant privés que publics, sont présents dans les questions qui sont liées à l'action du secteur public, de l'État et de la sécurité sociale. Donc on n'est pas sur une économie schizophrène ou bicéphale ou machin, on est sur un ensemble complexe, mélangeant le public et le privé. Les grandes fortunes françaises aujourd'hui, les grandes entreprises françaises, je crois que c'est Pinson Charlot avait montré ça, elles viennent toutes de l'action publique. Bouygues, ça a été Oui, c'est vraiment, il a fait fortune sur le marché public. Absolument. Et si vous prenez toutes les grandes fortunes actuelles, ou la plupart d'entre elles, ils viennent des marchés publics en fait. Hein. Et donc aujourd'hui, et dans les virages qu'on doit prendre, ce sont des virages, notamment des virages écologiques, environnementaux, du vieillissement de la population, un déplacement finalement du front du progrès de la physique vers la biologie, et donc avec toutes les questions de la santé, les questions de ce que Bertillon appelait le care en fait. Hein. Là, on est sur des secteurs qui répondent à une énorme demande sociale mondiale. Ce sont des secteurs en forte expansion et qui appellent aussi bien de l'action publique que de l'entrepreneuriat privé. On le voit un peu. Alors, c'est avec des erreurs. Hein. On voit bien l'affaire des vaccins. Il y aura sûrement des livres qui sortiront pour montrer combien l'affaire de l'épidémie actuelle met en relief une espèce de maladresse dans la combinaison de l'argent public et de l'argent des intérêts publics, des intérêts privés, etc. Il n'empêche que ça progresse. Ça progresse avec des je répète, des accidents, mais ça va s'améliorer. Et c'est ça l'avenir. L'avenir, c'est ce que dit Pierre Welch dans son bouquin sur l'hyperindustrie. Je ne sais pas si vous l'avez invité. Je ne l'ai pas invité, mais j'ai lu le livre. Où il dit effectivement, à l'avenir, les grands secteurs de développement, ça va être des secteurs notamment autour de la santé, autour des services à la personne. Et ces secteurs de services à la personne, c'est très largement encadré par l'État. C'est permis par l'État, c'est avec des investissements lourds faits par l'État. Donc en fait, moi je pense qu'on a devant nous une phase tout à fait intéressante, et une phase d'autant plus intéressante que je pense, alors ça je vais faire un peu de cocorico, je pense qu'en France, on a un peu d'avance sur les autres, sur cette histoire de... On n'a pas été bon pour fabriquer des iPhones, on sait pas faire... On a été bon pour faire des grands projets publics avec de l'argent public, et on a été sur des projets qui sont des projets par exemple de transport collectif, on a fait le TGV. C'est pas parce qu'on était technologiquement meilleur que les Américains qu'on a fait le TGV et pas eux. Parce que nous, on voulait faire un transport collectif rapide. Ils auraient voulu en faire un, ils l'auraient fait, bien sûr. Ils ont des ingénieurs, ils allaient sur la Lune, donc c'est plus compliqué que de mettre un train sur Paris-Lyon. Il n'empêche que c'est nous qui avons fait le TGV. Sur le plan des transports collectifs, on est des maîtres du monde, on en vend dans le monde entier, hein, des réseaux de transport, etc. Sur le plan de la gestion, par exemple, des réseaux, on est super bon. On est quand même, faut arrêter de pleurer, on est médaille Field, on est dans les meilleurs du monde. On a 1% de la population mondiale et on a, je ne sais plus combien, 5 ou 10% des médailles Field quand même. Hein. Donc on a des gens extrêmement avancés, donc on est super fort sur la gestion. Pour l'auditeur, c'est le prix de Nobel mathématique. Oui, le prix de Nobel mathématiques, pardon. On est super fort sur la gestion des réseaux. On est fort sur tout ce qui est bien collectif. Alors on nous dit c'est remis en cause aujourd'hui qu'on est les meilleurs du monde sur le plan de la gestion sanitaire, hôpital, la combinaison finalement. Là, on l'est un peu moins maintenant. Alors un peu moins, mais je demande à voir. Parce qu'on pousse des hurlements, on nous dit qu'il y a eu 100 000 lits qui ont été fermés, c'est vrai, ce que je dis dans le bouquin. Sur 500 000, on a fermé 100 000 dans les 10 années passées. Mais on a quand même augmenté très fortement le personnel hospitalier, on a changé les méthodologies. Aujourd'hui, c'est ambulatoire. Vous allez vous faire opérer de la rate, vous allez à l'hôpital ce matin, vous rentrerez dormir chez vous ce soir. Alors clairement, vous gardez pendant 4 jours. Et ça a dû coûter une fortune. Donc, moi, je demande à voir. On a une expérience. On est sur la gestion urbaine. Alors,
j'arrive au génie urbain. C'est quand même, Le genre, ça suffit. Oui, déjà. Non, mais Le génie, on verra bien. Ouais, il suffit de changer. J'ai envie une lettre. Hein. Oui, ça fait toute la différence. On est super bon, on a une réputation. Moi, j'avais été, un souvenir, avec, comment il s'appelait, le patron des affaires internationales de ministère de l'Équipement, qui était un ancien communiste, j'ai oublié son nom, un type magnifique personnage. On part à plusieurs faire une mission de promotion du système de gestion publique à la française des grandes infrastructures, système d'économie mixte, concession de services publics, etc. Et on fait une conférence aux Philippines devant tous les ministres concernés, l'équipement, etc., les grands élus de la zone Pacifique. Donc c'est un gros machin, dans un grand hôtel, machin. Et on fait notre topo. Alors moi je fais un truc sur le rôle des infrastructures dans le développement territorial, etc. Et puis notre patron, dont j'oublie toujours le nom, le malheureux, il est mort aujourd'hui, fait un grand numéro sur... C'était pas Jean-Louis Guesseau qui était à Non, l'époque? non, il n'était pas ministre, il était... Ça me reviendra. Bon, c'est pas grave. Et il fait un grand numéro sur la méthodologie française, la façon, le système français, la pensée française sur la gestion collective, la gestion urbaine. Hein. Et il y a le pot. Alors on s'arrête, on va boire du café et tout. Et puis j'ai à un moment donné un ministre, je ne sais pas d'où, qui vient me voir. Il me dit c'est très intéressant ce que vous racontez, machin, en anglais. Mais il y a une chose que vous n'avez pas dite quand même, c'est que vous n'êtes pas américain. Ce qui voulait tout dire. Ça voulait dire votre système français, mais au moins c'est un avantage, c'est que vous n'êtes pas. Alors, ce qui est marrant, c'est que tous ces types-là, ils ont oublié que la France était une puissance coloniale épouvantable. Ce qu'a vécu l'Algérie, je ne sais pas si vous connaissez la situation algérienne, de la colonisation algérienne, c'était absolument horrible. Un petit peu. La France a été une puissance coloniale d'une grande brutalité. Alors, ils ont oublié, parce que c'est les Américains. Donc la France a une image très forte au niveau international. On a les French Doctors. Les French Doctors, c'est une vraie valeur. Hein. Ça veut dire que les Français sont courageux, ils vont au truc, le devoir d'ingérence, machin, etc. Donc on a fabriqué... C'est-à-dire c'est une tartufferie. On a réussi à fabriquer quand même, à peintir une image de la France qui est plutôt orientée vers l'action collective, les projets publics, les projets urbains, la qualité. On a des très grands architectes. On a tout un ensemble de trucs, la santé, le care, de façon générale, les grands équipements, la technologie au service des populations, etc., qui fait qu'on n'a pas fait, effectivement, les iPhones, on n'a pas fait les objets individuels marchands, individualisés, mais que on a une offre dans un monde qui est en train de s'urbaniser et qui aura besoin de tous ces services. Donc je pense qu'on a en France on a un boulevard. Hein, Alors justement, je vous prends au mot parce que ce qui est intéressant dans le livre, donc justement, qui s'appelle, donc je rappelle, l'État a toujours soutenu ses territoires, c'est qu'en opposition, c'est même pas une opposition, c'est que vous montrez les forces qui sont en train de se jouer. On rentre dans une processus d'hypermétropolisation, et d'ailleurs, vous avez un regard sur le regain du centre-ville, alors qui est en partie, à juste titre, des fois, en tout cas en tout cas sur les villes moyennes, disent on va à la catastrophe. Vous montrez que c'est pas si catastrophique que ça, qu'il y a des dynamiques qui se jouent, et que cette hypermétropolisation qui est en train de se jouer avec tout ce que ça peut comporter, c'est le fruit un peu de cette conversation précédente de richesse, d'organisation, de technologie en tant que telle. Évidemment, ça va se concentrer dans certains lieux, donc la région Île-de-France là écrabouille tout, et donc la question c'est que vous dites mais les autres territoires ils sont pas à l'abandon, donc s'ils sont pas si à l'abandon que ça, c'est qu'il y a bien un acteur qui joue son rôle, c'est l'État. Question. Donc à ce moment-là, pour vous, c'est l'État est encore vraiment un acteur fort pour ces forces qui sont en train de se jouer, qui le dépassent, mais qui lui, il essaye de tenir la barque, pour faire court. Alors quand on dit ça, c'est compliqué. Hein. Si on avait beaucoup de temps, et il faudrait dire que j'y réfléchisse un peu plus avant, il y aurait sûrement à avancer l'idée que derrière cette idée d'État, il y a différentes couches. Je dirais que d'une façon, ce qui tient nos territoires, ce qui fait que si la géographie économique et sociale du pays, c'était la géographie de la production, la France serait à feu et à sang. Et on aurait explosé, hein. Ça aurait été Yougoslavie. Hein. C'est comme ça, la Yougoslavie, c'est ce qui s'est passé. Hein. Ça a explosé sur les problèmes de solidarité interterritoriale. Hein. Ce qui fait que ça tient, c'est qu'on a ces systèmes de solidarité. Mais c'est pas l'État, c'est pas le gouvernement actuel qui a décidé le truc. Moi, j'avais dit ça dans un papier, j'avais dit, si vous voulez remercier l'État
pour son rôle sur la cohésion territoriale, sur ce maintien finalement, sur ces équilibres croissants entre les territoires, il faut aller dans les cimetières, il faut aller fleurir des tombes. C'est la politique de l'homme mort. C'est des gens qui, dans les décennies passées, au fil des décennies, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ont fabriqué ce système. Donc ce qu'on appelle l'État aujourd'hui, c'est une règle du jeu. Commune, collective. Et on a un certain nombre de gens qu'on a élus et qui sont ceux qui tiennent la table de jeu, quoi. Macron, il tient la table de blackjack, mais c'est pas lui qui a inventé les règles du blackjack. Il distribue les cartes. Alors il peut de temps en temps, effectivement, faire une petite intervention, jouer plus vite ou plus lentement, mais c'est pas lui qui a inventé la partie, le jeu de blackjack. Donc attention, la partie, moi j'avais montré qu'il y avait des politiques qui étaient à effets territoriaux, des politiques implicitement ou explicitement territoriales. 99% des politiques publiques, et je dirais même plus, 99,5% des politiques publiques, et je parle des mécanismes de la sécurité sociale dans le même temps, sont des purs mécanismes de récurrence, c'est des politiques territorialement implicites, pilotées par personne. C'est piloté par des morts, piloté par Jean Moulin. Pour aller rapidement. Et vous avez 0,5% qui sont la stratégie, l'État stratège. Moi, ça me fait marrer. Tout le monde dit l'État stratège. Oui, l'État stratège, ça joue à la marge. Quand l'État stratège, le genre de truc qu'il a fait vraiment sérieusement, c'est de dire on va recruter un fonctionnaire quand il y a 2 départs à la retraite. Ça, voilà. Mais ça, il le fait même pas, de toute façon. La RGPP n'a pas été appliquée du tout. C'était un machin pour parler à la radio. C'était pas fait pour l'appliquer. Donc, si vous voulez, l'État dont on parle là, c'est des règles du jeu, c'est des règles avec un grand consensus généralisé. Prenez ce qu'était le Front National, par exemple, de l'époque Le Pen, c'est la partie radicale de l'histoire de ce mouvement. C'est la plus radicale, parce qu'ils sont peut-être pas sortis totalement. Mais même Le Pen, à l'époque, a accepté l'impôt sur le revenu. Alors que l'impôt sur le revenu, remonté au début du XXe siècle, ça faisait hurler tout le monde. C'était un truc absolument affreux. Relisez Michelet. Michelet, pour vous montrer, Michelet qui était un bon garçon, il voulait montrer quand même que la Révolution française, il y avait quand même à boire et à manger. Et il montrait par exemple qu'il y avait des clubs de fous furieux à Paris qui se réunissaient en 1792-13 et qu'il y avait il y avait un club de cinglés et qui disait ouais, il faut qu'on lève des impôts sur les riches pour redistribuer vers les pauvres. Et Michelet, un siècle plus, enfin 60 ans plus tard, dit à ses lecteurs, vous imaginez, vous vous rendez compte, ce genre de folie qu'avaient en tête les révolutionnaires, c'est vous dire le chemin qui a été parcouru. Et il faut attendre 1914. Il y a eu un premier impôt sur le revenu pendant très peu de temps, pendant la Révolution française, mais il a été très vite abandonné. Il faut attendre 1914 pour qu'on lance l'impôt sur le revenu pour financer les dépenses militaires. Donc la montée en puissance des mécanismes de redistribution, elle ne s'est pas faite comme ça, et elle s'est faite avec des freins terribles de la société. C'est admis complètement. Ces règles du jeu, aujourd'hui, c'est comme la TVA. La TVA, tous les économistes dans le monde entier, quand un Français dont le nom, tout le monde a oublié son nom, je ne suis même pas sûr qu'il ait une plaque de rue à son nom, il aurait été une femme, il aurait pu l'avoir, je pense, en ce moment. Mais aujourd'hui, c'était un homme. Et il a inventé la TVA. Tous les économistes mondiaux ont dit la TVA, c'est un impôt de merde, c'est un impôt absolument affreux, régressif, etc. Horriblement compliqué, en cascade et tout. Je parle à un entrepreneur. Heureusement que j'ai un comptable. Un entrepreneur qui passe ses samedis à remplir ses... Non, j'ai un comptable qui me coûte très cher pour ça. C'est un truc qui est à double peine, parce que Absolument. On paye mais en plus on paye le comptable. Le monde entier s'y est mis, à commencer par les anglo-saxons, qui avaient hurlé en disant c'est vraiment un truc de français. Donc, les règles du jeu qu'on a établies, qui ne sont pas forcément des trucs qui vont exactement dans la grammaire d'économie libérale dont on parle en général, ce sont que des espèces de dysfonctionnements positifs de nos sociétés, qui permettent effectivement de prélever beaucoup d'argent et de redistribuer et d'établir des équilibres entre les familles pauvres et riches, les grandes et les petites, et les territoires. Ces mécanismes-là, ce sont des règles du jeu qui sont reconnues par tout le monde aujourd'hui. Et alors, simplement, il y a ces gens, tous ces gens, c'est la Padanie, les Catalans, les Écossais qui n'ont pas compris que c'était eux qui gagnaient au jeu de la... Les Écossais, ils sont persuadés que s'ils sont indépendants, ils vont y gagner.
Parce qu'ils disent en plus, il y a tout le problème le pétrole de la mer du Nord. À qui il est? C'est pas du tout garanti qu'il soit aux Écossais. Et puis même, de toute façon, les gisements s'épuisent. Les compagnies pétrolières vont régler le problème, de toute façon. Les gisements s'épuisent, le coût pour le traitement est de plus en plus élevé, et de toute façon, on va leur dire, c'est terminé, il n'y a plus de pétrole. Donc, les Écossais, ils vont se retrouver plus pauvres que quand ils étaient solidaires avec le Royaume-Uni. Et en plus, ils vont nous... Il y a un truc absolument effrayant. Tous ces pays sont en train de se fragmenter. Excuse-moi, je reviens un peu en arrière. Quand on refuse ces règles du jeu, ça a des effets du type de ce qu'on va voir et ce qu'on voit déjà. Tous ces petits pays qui s'inventent, ils disent, ah ben non, nous, fuck la guerre, la paix, l'information, etc. Et donc, ils le disent, les Écossais, ils disent, si on est indépendant, les dépenses militaires, notre contribution aux dépenses militaires britanniques, et maintenant, ça va aller à l'université. C'est sympa pour dîner le soir en buvant des coups, c'est vachement bien, c'est que des gens très sympas. C'est plus sympa que ces abrutis militaires. Le seul défaut du truc, c'est qu'à partir du moment où il n'y aura plus d'armée nulle part, pourquoi Poutine il se frotte les mains avec cette fragmentation? C'est qu'on est en train de se scier les jambes dans la fragmentation. Donc, je répète, tous ces mécanismes sont très peu étudiés, mais si on commence à y toucher, c'est des châteaux de cartes. La France est un château de cartes. Les nations européennes sont des châteaux de cartes. Vous enlevez la carte qu'il ne faut pas, c'est pas un Mikado. Mikado, vous pouvez enlever un truc sans toucher trop l'édifice. Nous, c'est un château de cartes. La règle du jeu, c'est pas l'État, c'est pas le gouvernement actuel. Ce sont les grandes règles du jeu qu'on a établies, qu'on a ajusté quand même, parce qu'il faut les ajuster. Peut-être qu'on a un peu trop de dépenses publiques, on a un peu baissé la taux, etc. Mais en gros, on n'est pas sur un État qui serait dirigé par un chef d'entreprise qui dirait on arrête de fabriquer des voitures, on va fabriquer des bateaux. Les trucs, c'est une énorme inertie. Absolument. Donc, alors, ce qui est intéressant, après, on revoit au lecteur parce qu'il y a énormément d'informations et d'autant plus, il y a un petit côté assez génial de la méthode que vous utilisez. Vous appuyez sur le fichier des allocations familiales et donc ça vous donne une perspective en masse déjà de volume de gens et surtout de répartition d'argent qui montre très bien comment l'État est là pour soutenir. C'est assez imparable, hein, il faut avouer que. Et puis c'est hyper intéressant le découpage, les 740 zones que vous utilisez. Je confie ça au lecteur. Mais ce qui fait pour moi la force du livre, c'est que, évidemment, vous ne nous laissez pas, et c'est là, vous ne restez pas uniquement sur l'idée, avec des chiffres à l'appui, que l'État soutient ces territoires, c'est que, comme vous pointez aussi qu'il y a des problèmes de crise et d'égalité, donc évidemment, vous essayez d'où elle vient. Et vous nous montrez, et c'est là que je voulais en venir, et on va conclure là-dessus, parce que c'est peut-être les défis qui nous attendent, que c'est non seulement ça ne se joue pas sur l'État qui serait en retrait, mais ça se joue d'abord sur le mouvement des gens, c'est-à-dire vous, nous, on change de territoire, peut-être avec le Covid, et puis aussi un autre paramètre de mouvement, c'est celui des acteurs économiques, en clair, des entreprises, pour faire simple. Est-ce que c'est vraiment... Alors, vous allez un peu dérouler là-dessus, mais... On a l'impression que le paradoxe, et c'est ma question, on sent que c'est le défi qui nous attend, et que peut-être ce fameux État que vous êtes en train de défendre, qu'est-ce qu'il peut faire contre ce mouvement qui a l'air d'un mouvement qui démarre depuis une bonne trentaine d'années, mais qui, en vous lisant, ne va que s'amplifier. Non, c'est pas sûr que ça s'amplifie. D'abord, l'hyperconcentration de la valeur ajoutée dans certains territoires, les métropoles aujourd'hui, je pense qu'on a vu la partie la plus forte du mouvement. Non pas parce que ces activités vont s'étaler sur le territoire, ça c'est un fantasme, le télétravail, machin, non. Non, ce qui se passe, c'est que ça a été dit par le président de la Banque mondiale il y a 2 ans dans une conférence à Georgetown University. Il a expliqué aux étudiants sur la base d'un rapport qu'il avait fait le consulting group, comment il s'appelle, un groupe de consultants de Boston. MIT, j'imagine. Non, pas les MIT, non, je n'appuie sur le nom. Je ne les connais pas. Qui dit qu'en gros, avec la robotisation, le numérique, hein, la robotisation, les imprimantes 3D, donc finalement, en partant de cette industrie numérique, dont, à l'origine, est extraordinairement concentrée, elle va se mettre à partager, d'une certaine façon, parce qu'elle va permettre, elle va modifier la répartition des tâches dans le monde. Il dit, on n'aura plus besoin d'aller chercher une main-d'œuvre à bon marché pour monter des machines et des objets en Chine ou ailleurs.
on aura des machines robotisées, des imprimantes 3D. Vous avez vu, on fait des maisons maintenant en imprimantes 3D. Donc on va relocaliser. On va relocaliser. Et on va relocaliser. Alors quand ça va arriver, comme toujours, quand vous avez une bonne nouvelle qui arrive, généralement, vous voyez que derrière, le ciel est un peu sombre. Mais vous regardez surtout l'hirondelle qui arrive. On verra plus tard. Le truc un peu sombre, c'est que quand vous allez avoir effectivement une remise en cause de la croissance chinoise, indienne, même s'ils sont très forts sur le plan technologique aussi, mais en fait, massivement, là où ils sortent du sous-développement, c'est en créant des emplois d'ouvriers. Et quand il va y avoir un problème quand ça va s'arrêter, ça va être très compliqué. Si ça commence à péter à l'intérieur de la Chine, on va entendre parler jusqu'ici. Bref, Ça arrivera. C'est écrit. Ah oui. La question, c'est quand. C'est pas la question, est-ce que. C'est quand. En tous les cas, dans un premier temps, c'est plutôt bien parce que ça permet de relocaliser. Relocaliser où? Dans des endroits pas trop loin des métropoles. Parce qu'on a besoin quand même de techniciens supérieurs, on a besoin de gens de concepteurs, mais aussi quand même dans des endroits où il y a quand même des techniciens, on n'a pas besoin d'ouvriers de base, et où il y a du foncier pas cher. Bon, typiquement en France, un territoire vachement bien situé, où il y a tout ce que vous voulez, autoroute, train, machin, pas loin de grands centres urbains, avec une tradition industrielle quand même assez intacte, assez conservée, c'est la Picardie. Enfin, c'est la région d'aujourd'hui, la grande région Nord-Picardie, au cœur de l'Europe, comme on dit, mais c'est vrai en plus, pour une fois. Donc on a déjà ce truc-là, on va avoir un certain retour de l'activité industrielle qui fait qu'il y aura un certain partage de la valeur ajoutée. La deuxième chose, c'est que l'activité de production de biens en compétition mondiale sur le marché, elle va être très large, son poids va être relativisé par le fait qu'on va avoir une montée en puissance d'activités par définition très localisées, qui sont l'activité de service à la personne. Ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, même si on peut avoir des systèmes de santé, télésanté, machin, etc., on peut avoir des technologies un peu générales ou métropolitaines, etc., on aura quand même, de façon générale, une croissance forte des emplois liés à la personne, là où il y aura des populations, il y aura les emplois qui vont avec. Où finalement, ça sera la démographie qui sera très largement à l'origine des créations d'emplois. Avec plus qu'un lubrifiant, un carburant qui est l'argent public dans lequel il y a les retraites quand même. Les retraites, c'est pas... Moi, je vais toucher ma retraite, que je sais que vous allez travailler dur pour me la financer dans les mois qui viennent, les années qui viennent. C'est un plaisir. Oui, ça. Cet argent, je vous remercie, mais je ne l'ai pas volé non plus. C'est pas un cadeau qu'on me fait. Encore on pourrait encore avoir une grande discussion là-dessus. Et donc, on continuera. Si les métropoles continuent à être de plus en plus pointues, le prix de l'immobilier sera toujours de plus en plus élevé. Ça fera fuir une grande quantité de gens et même d'entreprises, d'activités. Donc, tous ces trucs-là se régulent. Il y a des régulations fortes. Donc, moi, je suis pas très inquiet pour l'avenir des territoires. Je pense que les territoires qui étaient les plus pénalisés, c'était les territoires qui n'avaient aucun avantage résidentiel, le nord et l'est, qui sont les territoires les mieux positionnés sur le plan industriel, parce que c'était là qu'il y avait l'industrie d'ailleurs, originalement, c'est là que c'était le mieux. Pas seulement parce qu'il y avait des gisements, c'est parce que c'était des territoires qui étaient bien positionnés en Europe. Cela a été très pénalisé, et ceux qui marchaient bien, c'est les territoires, et ça continuera de plus belle, des territoires avec le tourisme, les retraités, toutes les activités, les littoraux et la montagne, enfin, toute la partie ouest du pays, qui s'en est très bien sortie, qui a aussi de l'industrie, bien sûr, mais qui finalement se portait très bien grâce à l'état de mécanismes, qui étaient des mécanismes non productifs, qui étaient même de qualité résidentielle. Les territoires qui sont pénalisés sur le plan résidentiel sur le territoire du nord-est, eux, à mon avis, ils ont un potentiel de réindustrialisation non négligeable, pas pour dans les 20 ans, pour les 4-5 ans qui viennent. C'est-à-dire que c'est en train de changer en ce moment, très rapidement. Donc je suis pas... Je pense qu'il y a des... Pour les présidents de région, on n'en parle pas beaucoup. Les régionales, il n'y a pas beaucoup de discussions sur le... Alors c'est vrai que les régions, c'est des nains. Les régions, c'est incroyable parce qu'ils font des numéros, les présidents de région, comme s'ils allaient être présidents de la République Rhône-Alpes ou de la présidente de la République du Nord ou du machin. Bon, ils ont très peu de pouvoir. Il n'empêche que c'est quand même ceux qui sont supposés avoir la matière grise, quand même, la réflexion sur la question du développement économique. Moi, je trouve qu'ils devraient se positionner plus sur le virage
auquel on est en train d'assister, qui est un virage de relocalisation de l'activité industrielle dans le monde. On en parle un peu quand même, hein, c'est un sujet qui monte, hein, quand même. Et notamment les changements technologiques majeurs qu'il va y avoir, mais aussi la montée en puissance des mécanismes d'économie résidentielle, d'économie présentielle, le tourisme, la question des vieux, la retraite, c'est quelque chose qui continuera à évoluer dans beaucoup de territoires. Ça appelle plein de services, ça appelle des services et aussi des innovations technologiques, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir des modèles d'intervention publique-privée sur les personnes âgées. Je pense Nexity, par exemple, vous savez, ils font des quartiers qui mélangent des populations âgées, des populations jeunes avec des enfants, etc., de la technologie. On peut mettre en place des modèles de gestion de population intelligents, humains, efficaces, économiques, qu'on peut vendre au reste du monde, hein, après. Donc, je pense qu'on a plein d'opportunités. On est dans plein désarroi, alors qu'en fait, c'est un monde qui change. Et alors c'est ce que disait c'est Gramsci, mais je crois avant lui c'était Renard. Quand le monde nouveau apparaît, alors que le monde ancien n'est pas, c'est ça, n'est le pas changement de encore paradigme. mort, c'est là qu'arrivent les monstres. Mais les monstres, on les voit, hein, on voit les oreilles, hein, qui sortent ici ou là. Mais si on arrive à passer ce passage difficile, moi je suis plutôt optimiste. Et je répète, je ne devrais pas dire ça, parce que moi, en tant que prof, je me suis toujours gardé d'afficher les options politiques. Hein. Je ne suis jamais rentré dans un parti. On peut tout dire ici. Oui, mais je trouve que c'est antibonique. Même déontologiquement, je pense que quand on transfère des connaissances... Ah oui, non, ça, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas qu'il y ait trop de biais. Ici, vous n'êtes pas à l'université. Il y a toujours un biais, vous n'êtes pas à bien sûr. l'université, ici. Il y a toujours un biais, bien sûr, qu'on le veuille ou non. On a un biais dans la façon d'exposer les choses. Même le type de recherche qu'on fait hurle sur nos... Mais je crois quand même que le gouvernement actuel... la coalition qu'on a dans le gouvernement actuel, c'est-à-dire les composantes, avec des gens comme Le Maire ou Macron et d'autres, ou ce qu'avait été Édouard Philippe et tout, ce sont des gens qui, à mon avis, sont à peu près capables de saisir ce moment et les opportunités qu'il peut présenter. Alors, pour conclure là-dessus, effectivement, là où c'est déroutant, et je fais partie des gens qui sont déroutés, c'est que d'un côté... ce que vous nous racontez, et ce que vous racontez dans le livre d'ailleurs, et avec énormément d'exemples. Alors c'est vrai que la métropole Île-de-France, c'est le mécanisme en tant que tel. Vous comparez deux chiffres qui sont assez fascinants. Vous montrez que la désindustrialisation du nord de la France, l'Île-de-France l'a vécu quasiment en même temps. Mais au final, voilà, mais il y en a une qui s'en est vraiment mieux sortie pour toutes les raisons de flux et de toutes ces choses-là. Et est-ce que ça c'est pas, et c'est ma dernière question, est-ce que c'est pas contradictoire d'une certaine façon par rapport à ce que vous-même vous soutenez? C'est-à-dire que d'un côté, si on vous lit, et même on vous écoute, parce que vous matérialisez assez simplement dans le sens... compréhension, ce qui est en train de se jouer, on se dit, mais après tout, l'État, à quoi il sert maintenant ? Au final, si tout ça va se réguler d'une certaine façon, ok, il va continuer à redistribuer, entre guillemets, prendre un peu à ceux qui sont un peu plus riches et redonner à ceux qui sont un peu plus pauvres, et d'ailleurs vous le montrez avec les chiffres, tout ça, mais bon, est-ce que moi, je vais me mettre en scène, est-ce que j'ai la nostalgie d'un État qui avait, et qui peut-être à tort, d'ailleurs je vais m'autocritiquer, il y a 2 jours à ce micro, il y avait Patrick Le Gallès qui me dit « Mais arrêtez de croire que l'État a été égalitaire, que c'était pareil à Brest. Hein. » Tout ça, c'est totalement faux. Donc l'État, il fait ce qu'il peut et qu'il continue à faire ce qu'il peut. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses au final ? Oui, mais d'abord, moi, je suis une génération qui, depuis mes études dans les années 70, j'ai toujours entendu autour de moi, à commencer par mes collègues les plus éminents, parler du retrait de l'État. L'État, c'est vrai, moi j'ai entendu ça beaucoup aussi. Depuis, il n'a pas cessé de voir son poids augmenter. Ça, personne n'a jamais dit, bon, peut-être qu'il faudrait qu'on réexamine, qu'on réajuste un peu notre façon de penser. C'était le mantra habituel. Oui, et ce livre est là pour ça, pour le rappeler. Et c'est scandaleux. C'est-à-dire, moi, je suis foncièrement de gauche, mais je peux pas être d'une gauche conne. Voilà. Parce que ça, c'est de la gauche conne. On ne peut appeler un chat un chat. Deuxièmement, j'ai dit l'État aujourd'hui, c'est des règles du jeu. C'est pas le gouvernement et les politiques qui mènent. 99%, c'est les politiques implicites. Ça, c'est les mécanismes de prélèvement dépenses récurrents.
automatique. Là, l'État, il a des choses à faire parce qu'effectivement, on peut considérer qu'aujourd'hui, on peut ajuster. Il y a les technologies nouvelles qui font qu'on n'est pas obligé de dépenser autant de la même façon qu'on le faisait avant. Donc, il y a un ajustement permanent de cette espèce d'énorme machine avec ses règles du jeu. Probablement réduire peut-être un peu la toile, parce que c'est vrai que les prélèvements sont très très importants. Modifier, par exemple, on nous dit... moi, je pense que, par exemple, quand on nous répète tous les jours qu'on ne paiera pas la dette monstrueuse qu'on aura accumulée en augmentant les impôts, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'à un moment donné... Alors, comme Biden maintenant le dit, ça va rentrer dans les têtes, mais je pense qu'il ne serait pas anormal, et je suis quelqu'un qui paye beaucoup d'impôts. C'est pas anormal de payer plus d'impôts quand on a les moyens. Quand on a les capacités contributives, je pense qu'il faut les utiliser. Donc il y a des ajustements internes. Donc il doit y avoir, l'État sur un énorme moteur, il faut qu'il y ait des types avec des clés à molette et qui règlent les machins, c'est comme dans les bateaux, vous savez, un peu de vapeur, machin, etc. Ça, c'est un boulot très important. Il faut bien comprendre comment ça se territorialise. Donc ajuster, les préfets, c'était quand même des observateurs. Hein. Bon. Il y en aura encore, hein, mais ce ne sera pas les mêmes. Et puis, deuxièmement, il y a l'État stratège. Celui-là, il est petit. Celui-là, il faudrait qu'il soit plus important. Ça, c'est l'appel de Pierre Vels, par exemple. Pierre Vels, il considère qu'effectivement, de la même façon que... Moi, j'avais dit ça il y a quelques années, j'avais dit il faudrait, il faudrait relire les vieux marxistes. Le capitalisme monopoliste d'État. Paul Boccara. C'était quoi ? C'était... Face à la baisse tendancielle du taux de profit, qui était un des fondamentaux du marxisme, face à la baisse tendancielle du taux de profit, le seul moyen pour préserver les profits du capital, c'est que l'État prenne en charge une partie du capital avec le capital dévalorisé, c'est-à-dire la dépense publique. À l'époque, les grands modèles sur lesquels se fondaient les analystes qui écrivaient Boccara et compagnie, c'était Dunkerque ou c'était... les raffineries de Martigues et de Fos-sur-Mer. Et les grands auteurs qui ont écrit ça, c'était Henri Coin, notre ami Henri Coin, qui était mon collègue pendant longtemps, et ça a été Emmanuel Castells, qui, après avoir une carrière de grand marxiste, s'est retrouvé il a pris un sacré virage. Professeur à Berkeley. À Berkeley, plutôt écolo. Bon, mais écolo-libéral, mais c'est très bizarre. J'étais dans un colloque où je rappelais, alors j'étais horriblement choqué, parce que le néolibéralisme dont vous parliez tout à l'heure, quand vous commencez à sortir du Boccara et du Manuel Castells et Godard, j'ai oublié Francis Godard. Oui, Francis Godard, qui a l'air d'être très jeune, mais il était déjà sur le coup, hein, avec Emmanuel Castells. Il faudrait se souvenir de ça, parce que les communistes, ils n'étaient pas cons, ils avaient compris un truc, ils avaient compris que pour réussir à sauver la machine économique privée, marchande, il faut que l'État y mette du sien, il faut que l'État mette du capital dévalorisé. Eh bien, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est ça qu'on doit faire. On doit effectivement, aujourd'hui, renouer avec une forme de colbertisme, parce que c'est le colbertisme. Il faut un néo-colbertisme, effectivement, non pas pour aider les entreprises de lacets de chaussures ou de je sais pas quoi, ou de parapluies. Ce sont des biens purement marchands. Mais dans tous les secteurs qui sont des biens qui ont un statut conceptuel flou, public, privé, collectif, que j'évoquais tout à l'heure, la santé. Est-ce qu'une ampoule de sérum, c'est un bien marchand total ? Non. C'est un bien à externalité forte. Si je vous vaccine, il y a moins de chances que vous me filiez le virus. Alors je suis moins à l'affût que vous sur ces choses-là, mais j'ai pas l'impression qu'on en prend le chemin. Non, justement. Je pose la question quid. Je dis, moi, je reprends, c'est ce que dit Pierre Vels. Moi, je suis totalement d'accord avec lui. Je pense qu'effectivement, il faut, il y a un chemin un peu néocolbertiste, c'est-à-dire avec un État réellement stratège et pas sur sur epsilon, avec c'est ce que font les Américains depuis longtemps. Quand ils font les autoroutes de l'information, tout le monde a rigolé, simplement, ils ont tout ramassé. Ils ont fait des investissements qui ont de longues périodes, des trucs lourds. Alors qu'on dit toujours, les Américains se foutent du secteur public, machin, etc. Ils ont fabriqué des trucs. Alors c'est vrai que leurs routes sont pourries, les voies ferrées sont pourries, mais pas les autoroutes de l'information. C'est ça qu'on doit faire. On doit avoir un espèce sur tous ces sujets qui sont des sujets pour faire de l'activité, pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse dans les années qui viennent, en produisant des biens collectifs, des services collectifs, dont le statut
est ambigu, public-privé, et autorise beaucoup plus facilement des subventions qu'on pourrait. Si vous subventionnez une machine, une usine de parapluies, vous avez sur le dos l'OMC, l'Europe, vous êtes mort. On vous cloue à une porte de grange, tout de suite. Si vous financez des vaccins, si vous financez des systèmes de transport collectif innovants, si vous financez des systèmes de gestion urbaine, des cybergestion, là, vous aurez effectivement beaucoup plus de difficultés à être coincé pour des questions de concurrence. Alors, ça sera ma dernière question et qui me taraude depuis un certain temps. On dirait Bourlange. Je sais, mais c'est ma dernière question. C'est vraiment la dernière. Et c'est vraiment l'interrogation que j'ai eue en finissant votre dernier livre. C'est que je me suis dit, effectivement, entre la répartition, son intervention et un certain nombre de flux en tant que tel, on voit bien que vous nous offrez une autre grille de lecture. Mais il y a juste un paramètre, il y a aussi, quand on regarde les changements de paradigme, il y a des rapports de force qui ont changé. Et je vais prendre un exemple tout simple. Le budget de la ville de Paris, c'est 10 milliards d'euros. Si on regarde les 3 gros opérateurs, allez, je vais en prendre 4. Qui, entre guillemets, participent, je vais être prudent, je vais même freiner, participent à l'organisation ou à la fabrication de la ville. On prend Eiffage, Vinci, Bouygues, et si on met les 2-3 promoteurs, ou même les 2, par exemple, qui sont surpuissants, Unibail et la filiale de la Caisse des dépôts, qui est l'ICAD. À vue de nez, à eux 5, ça pèse à peu près 300 milliards d'euros. Moi, je veux bien l'État stratège, mais qu'est-ce qu'on fait contre ces monstres-là ? Honnêtement, on peut se tourner dans tous les sens. On est confronté à ça. Oui, parce qu'en fait, pourquoi faire contre ces monstres ? Ah non, là, c'est une bonne question. Moi, si vous prenez... Mais je veux dire que ces gens-là ne pensent pas forcément toujours au bien commun. Vous prenez un petit gamin en culotte courte avec un petit bâton à la main, avec un petit clou au bout du bâton, il va conduire 3 ou 4 bœufs qui pèsent 300 fois son poids. C'est une belle métaphore. Il va les amener dans le champ où ils doivent aller. Il y aura pas, parce que si par hasard, un des bœufs commence à lui donner un coup de corne, il sera flingué le soir même. Le soir même, il sera mort. Donc, on ira chercher le vieux fusil pour le... C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement... C'était la minute gauchiste dans mon cas. C'est pas contre, c'est comment se débrouiller pour que ça se fasse dans des conditions qui soient telles qu'il y ait bien un partage des bénéfices, c'est-à-dire que effectivement, Unibail va gagner de l'argent parce qu'ils sont là pour mais gagner ça, c'est pas du grave. pognon, Je parlais de rapport de force. Il faut que ça dégage. C'était le rapport de force. Non, le rapport de force, il est complètement déséquilibré en défaveur d'Unibail. Prenez par exemple l'affaire du... Moi, j'avais été embarqué là-dessus, c'était assez drôle, au départ, dans l'affaire le triangle de... Triangle Gonesse pour Europe City. Gonesse, voilà, de Gonesse. On a un rapport de force qui est quand même tout à fait défavorable. Par rapport à ceux qui ont manifesté, ça oui, c'est vrai. Mais c'est eux qui ont gagné. Oui, absolument. C'est eux qui ont gagné. Enfin, ils ont gagné d'une certaine façon, parce que on dit chasse par la porte, ils rentrent par la fenêtre. Mais vous avez en partie raison. Il n'empêche. On est dans un monde aujourd'hui où effectivement, David, il a un peu plus qu'une fronde. Vous me redonnez de face l'espoir. à Goliath. Mais ça veut dire qu'il faut que la formation, il faut une transparence absolue, il faut qu'on ait une presse qui soit une presse indépendante et des médias indépendants. C'est pas gagné. Alors ça, c'est pas gagné, évidemment. Il y a des conditions en amont qui sont des conditions absolument fondamentales. Mais pour l'instant, Goliath, donc vous pensez, vous croyez, enfin c'est pas qu'une croyance, hein, c'est dans le sens de regarder un petit peu ce qui va se jouer, fortement que les équilibres seront maintenus et qu'ils arriveront à se maintenir. Moi je pense qu'on est sorti d'une période de corruption généralisée. Moi j'ai connu ça ferait un autre épisode. J'étais spécialiste de la corruption. Moi j'ai travaillé beaucoup sur la corruption. J'ai l'impression qu'on y est encore. Dans une phase antérieure de ma carrière. J'ai l'impression qu'on y est encore, sauf qu'on a inventé la corruption légale. Mais ça c'est perso. Moi j'ai fait des analyses, j'étais payé pour faire des analyses sur la corruption. J'ai fait des travaux de terrain sur la corruption. J'ai travaillé sur la corruption au Zaïre sous Mobutu. Je sais pas si vous voyez. Ah oui. Payé par la Banque mondiale et le FMI. Là ça c'est un terrain de chasse magnifique. Ah ouais, j'avais un garde du corps et tout. C'était génial. J'étais jeune à l'époque. Mais j'ai quand même beaucoup tourné dans des milieux qui étaient des milieux où il y avait de la corruption, et j'ai observé tous azimuts, général, et dans le domaine du territoire. Oui, non, mais ça, c'est clair. Ça, c'est une période
largement révolue. Oui, Alors, il y a d'autres... La Lyonnaise des eaux, c'est révolu, effectivement. Oui, mais enfin, quand même, c'est un progrès, quand même. Oui, ça, absolument. Et ça vient de quoi? Ça vient de l'information, ça vient de la transparence plus forte, ça vient de lois de pénalisation. Enfin, on a quand même plutôt avancé, même parfois on avance trop. Hein, d'ailleurs, ça devient presque castrant. Hein, mais la vérité, c'est que les corruptions peuvent prendre des formes différentes à l'avenir. Des pressions, Oui, moi je dis souvent qu'on a inventé presque une forme de corruption, même légale, puisque après tout... Oui, voilà. Par exemple, le pantouflage. Par exemple, pantouflage, je trouve qu'on a laissé aller sur pantouflage. C'est-à-dire que c'était quand même... À l'époque, on était corrompu jusqu'à l'os, mais il y avait le pantouflage. On tuait le fonctionnaire qui avait le malheur d'aller dans la boîte. Aujourd'hui, je vois que le pantouflage est vachement plus... c'est subtil. Toléré, subtil. On met des gens dans des frigidaires en les payant, en attendant le... etc. Donc... Mais la vérité, on a plutôt progressé là-dessus. On a progressé. Je pense que le rapport de force... Moi, on m'a dit ça, quand j'étais étudiant aussi à l'époque. On disait le recul de l'État et on disait les intérêts privés sont supérieurs aux intérêts de... les moyens du privé sont supérieurs aux moyens de l'État, donc c'est la fin des haricots. Non, ils ont oublié le droit. Ils ont oublié que la violence légitime aussi, hein, c'est l'État, il n'y a pas la violence d'État, la violence policière, ça. Oui, justement, oui. C'est l'armée et la police ont le droit d'utiliser la violence, mais il n'y a que. Donc, dans un pays stabilisé, là où c'est gravissime, là où c'est vrai, si vous allez à Sainte-Lucie, dans les îles... Dans les Caraïbes. Dans les Caraïbes, moi j'ai été voir Sainte-Lucie. Vous regrettez de ne pas être un milliardaire narcotrafiquant, parce que vous pouvez vous la payer facilement. Et c'est l'avantage, c'est ça le problème d'aujourd'hui, c'est que, et je reviens à la fragmentation des pays. La fragmentation des pays rend les États ça, c'est clair. Beaucoup plus fragiles. Un grand État comme la France, celui qui va se le payer, il n'est pas né. Ça peut arriver, mais pour l'instant, il n'est pas né. Il y a des gens qui vous disent, il faut que j'aille doucement parce que j'ai encore des ennuis, mais il y a des gens qui disent la Corse, il faudrait grammer les mollos sur la dépendance de la Corse, parce que la Corse, c'est un porte-avions. Et c'est un problème qu'on peut se payer. Des intérêts Mais si vous prenez la fragmentation des nations, surtout ces nations, en se fragmentant, créent des petites nations désarmées, totalement désarmées, ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez vous les payer. Et quand vous les payez, vous avez un siège à l'ONU, vous êtes un pays légitime, vous fabriquez votre propre loi. Moi, j'achète Sainte-Lucie et je légalise l'héroïne. Premier truc que je fais. J'exagère. Hein. Non, mais c'est très parlant. Donc l'État, il n'est pas menacé tant qu'il a une assiette quand même un peu forte, un peu solide. Si cette assiette se fragmente, si les Savoyards qui maintenant commencent à dire on veut être la Savoie libre, etc., je sais pas si vous avez vu, hein, le long des routes et tout, c'est pas forcément une bonne idée, parce que là, la corruption, toute forme de corruption de pression, hein, et même, je dirais, une corruption légale, peut intervenir et modifier complètement les orientations de la loi, des politiques publiques, etc. Eh bien, ça serait une belle conclusion, et on peut vous montrer, ça illustre aussi bien le livre qui peut être aussi mal interprété, qui montre aussi de la façon dont vous racontez les choses. C'est plus qu'une forme, c'est une façon de voir une réhabilitation de l'État qu'on essaye entre guillemets, de montrer sa non-présence alors qu'elle l'est en tant que telle, et surtout, on va finir là-dessus, sa nécessité. Alors je rappelle, parce que vous êtes venu aussi pour ces 4 livres, donc les 4 livres, dont le dernier où je vais insister de plus, donc c'était La République et ses territoires, La crise qui vient, qui était le numéro 2, Le nouvel égoïsme territorial, Grand malaise des nations, celui-là était en 2015, et celui de 2021, qui s'appelle donc L'État a toujours tenu ses territoires, et qui boucle cette série formidable Au seuil à la République des idées. Un grand merci à vous, Laurent Davzy. C'est moi qui vous remercie, Xavier Caponado. À très bientôt. Au revoir. Paroles urbaines, un abécédaire de la ville.